Mes chers collègues, bonjour à vous et ravi de vous retrouver. Peut-être pour vous dire un mot il me semblait, de où nous en sommes dans nos travaux de la commission, puisque ça fait quelques mois que nous sommes ensemble. Et je pense que dans ce début de quinquennat, on peut déjà décrire 3 phases dans ce qu'on a connu depuis fin juin. Il y a eu finalement en juillet la phase d'installation de la commission, que ce soit en termes de gouvernance, désignation des rapporteurs, définition de la stratégie avec les 3 axes qui ont été définis par le bureau, qui vous ont été présentés. Je rappelle, puissance, résilience et influence. Et je suis content de voir que chacun s'implique pour la définition de ces 3 axes stratégiques. Et d'ailleurs, ce soir, dans le cadre du pilier résilience et interaction avec nos concitoyens, on aura la première réunion publique de la Commission de la Défense à Pau. Donc on verra comment ça se passe. S'il y aura 10 personnes, 100 personnes, 150 personnes pour échanger. On aura l'occasion ensuite de continuer le Tour de France, je crois, en allant en Bretagne et en analysant, on va dire, la manière dont ça s'est passé, en essayant d'affiner ça. Donc ce premier temps de la commission, c'était finalement l'installation de la définition de la stratégie. On a eu un temps, en septembre-octobre, consacré au PLF 2023, donc un cycle budgétaire qui nous a beaucoup occupé et qu'on a terminé, on va dire, sur la partie PLF 2023. Et nous avons entamé ces derniers jours un 3e temps, qui est le temps de la préparation de la LPM. Préparation, j'allais dire, à la fois avec le lancement de missions d'information, donc la mission d'information de la LPM, plus les missions flash qui vont l'accompagner, la mise en place des groupes de travail, que ce soit les nôtres à la commission ou ceux avec le ministère des Armées. Et puis enfin, le cycle d'audition, avec 2 grands cycles d'audition qui vont nous occuper dans les prochains mois. Celui du retour d'expérience de la guerre en Ukraine, qui a commencé la semaine dernière avec l'audition de notre ambassadeur en Roumanie. Et puis un autre, sans doute, sur la dissuasion en début d'année prochaine. Et puis, bien entendu, dans cette 3e phase, on va dire, de préparation de la LPM, une première étape était la revue nationale stratégique qui a été présentée mardi ou mercredi dernier par le président de la République à Toulon. Et je voudrais à nouveau remercier tous les groupes politiques qui ont contribué à cette revue nationale stratégique dans des délais extrêmement brefs, et ce qui montre vraiment la réactivité dont chacun a su faire preuve et vraiment le niveau de réflexion sur lequel j'ai eu des très bons retours. Vraiment, les interlocuteurs ont trouvé bon le niveau des réflexions que l'on a pu produire à ce sujet-là. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur où je crois que nous en sommes au niveau des travaux de la commission. 2e point, pour vous préciser que cette audition est publique et qu'en plus de l'audition publique, nous aurons aujourd'hui la présence de caméraman de France 2 qui suivent cette semaine notre collègue Christelle Dintorny dans le cadre de l'émission 4 colonnes, et à qui, bien entendu, j'ai autorisé à faire quelques prises de vue. C'est toujours bien de communiquer sur ce qu'est l'activité d'un parlementaire et le travail en commission. Et donc, ne vous inquiétez pas si, pendant la séance, vous voyez débarquer des caméramans. Ensuite, 3e point concernant le thème de cette audition. Justement, mercredi dernier, le président de la République a rappelé toute l'importance de la dissuasion dans notre défense nationale à l'occasion de la présentation de la revue nationale stratégique. Et d'ailleurs, la guerre en Ukraine, on peut dire, a réactivé d'une certaine manière les enjeux liés à la dissuasion nucléaire, avec un usage, côté russe notamment, particulièrement agressif de la grammaire nucléaire et même parfois des menaces plus ou moins avalées d'utilisation d'une frappe nucléaire tactique. On peut également remarquer l'absence de conflits dans les pays qui sont dotés, notamment les pays membres de l'OTAN, ce qui tend à réaffirmer le rôle dissuasif des armées nucléaires. On peut également se poser la question, est-ce que la Russie aurait attaqué l'Ukraine si l'Ukraine avait été dotée de la dissuasion, comme elle l'était un temps, et je rappelle qu'elle avait consenti à abandonner cette dissuasion dans le cadre d'un accord de paix, on va dire, avec la Russie. Tout ça pour dire qu'avec cette guerre en Ukraine, nous sommes définitivement entrés dans le 3e âge nucléaire, pour reprendre l'expression de l'amiral Vendier, qui avait écrit un livre à ce sujet-là, qui me semble d'ailleurs toujours assez d'actualité. Je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment un livre qui fait quelques dizaines de pages, un peu plus, et j'allais dire en 1 heure ou 2, vous pouvez avoir une réflexion assez profonde à ce sujet-là. Je vois certains qui notent, le livre s'appelle « Le 3e âge nucléaire » de l'amiral Vendier.
Et je pense que donc soit vous pouvez l'acheter, ou je pense que si vous adressez au cabinet du chef d'état-major de la Marine, il pourra même vous en adresser gratuitement une copie, je ne devrais pas vous dire ça, dédicacée en plus, et voilà, et voire même vous pouvez solliciter un échange éventuellement. Je rappelle que le premier âge nucléaire était finalement la dissuasion mutuelle entre les deux grands lors de la guerre froide. Le second était l'espoir d'une élimination totale et définitive des armes nucléaires à l'issue de la guerre froide. Et donc nous entrons potentiellement dans le troisième âge nucléaire. Quels sont les contours, les enjeux, les risques de ce troisième âge nucléaire? Quel rôle pour la dissuasion nucléaire face aux nouvelles menaces de guerre hybride? Qu'implique concrètement la dimension européenne de notre dimension nucléaire, telle que rappelée dans la revue nationale stratégique? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes. Monsieur Olivier Zajec, professeur des universités, directeur de l'Institut Stratégie et de Défense à l'Université Jean Moulin à Lyon 3, ancien officier de l'armée de terre. Ce n'est pas marqué dans mes notes, mais je me permets de le rappeler. C'est quand même quelque chose qui est important dans le parcours d'un homme ou d'une femme, et auteur notamment d'une introduction à l'analyse géopolitique dont la 5e édition vient d'être publiée. Et nous serons rejoints tout à l'heure par monsieur Guillaume Derouget, qui arrivera donc dans quelques instants, chercheur associé au Centre interdisciplinaire d'études sur le nucléaire et la stratégie et maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université catholique de l'Ouest. Avant de vous laisser la parole, messieurs, je précise, chers collègues, que compte tenu de l'importance de ce thème, comme je le disais en introduction, en complément de la présente audition, nous aurons également sans doute l'occasion d'avoir un cycle d'audition qui sera consacré à la dissuasion nucléaire en janvier prochain. Olivier Zajec, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de défense de l'Assemblée nationale. Alors, tout d'abord, je souhaite remercier cette commission de son invitation à intervenir sur ce sujet, qui est un sujet effectivement central, important, et puis lié à une évolution aujourd'hui relativement chaotique, même si elle l'est moins peut-être que certains ne le disent, mais une évolution en tout cas, oui, bouleversée des relations internationales. Et c'est sur ce point que je vais intervenir pendant 15 minutes. Finalement, sur la manière dont les aspects atomiques de cette crise et de cette guerre d'Ukraine influence le contexte dans lequel est pensée la dissuasion nucléaire, et pas seulement la dissuasion nucléaire française, ainsi que l'évolution internationale de la pensée du fait atomique qui peut découler de cette crise. Et on assiste effectivement, me semble-t-il, avec cette guerre, mais pas seulement à cause d'elle, à un tunnel d'accélération, de modification doctrinale et de positionnement, de posture nucléaire dans la plupart des puissances dotées, mais également chez un certain nombre de puissances régionales qui observent ces évolutions nucléaires et qui en tirent des leçons immédiates et pour l'avenir. Mon collègue, donc M. Derouget, interviendra, lui, en traitant un volet complémentaire concernant le statut et la fonction de la dissuasion, alors française, mais compte tenu des nouveaux rapports de force en Europe et dans l'OTAN. Dans un article récent du magazine Time, donc à très large lectorat, l'analyste de défense américain William Hennigan a écrit la chose suivante: lancer une frappe nucléaire, un fait jusqu'ici impensable dans le cadre d'un conflit moderne, semble devenir de plus en plus envisageable au fur et à mesure que l'année 2022 avance. Alors, cette analyse fait bien évidemment référence aux bouleversements qui sont dérivés de l'actuelle guerre qui se déroule à nos portes, en Ukraine. Et cette guerre donne effectivement à voir des stratégies d'action et de dissuasion qui s'imbriquent désormais de manière plus intime, mais aussi évidemment plus instable. Et aucun conflit ouvert, en réalité présentant des séquences opératives de haute intensité, n'avait connu une telle dimension de croisement donc d'intromission, en réalité, entre dimensions conventionnelles et non conventionnelles, au moins depuis la guerre de Corée en 1950-53. On pourrait discuter de la guerre de Kargil de 1999, de certains aspects de la guerre du Vietnam et d'autres crises, mais jamais elle n'avait atteint cette dimension, ces pulsations de haute intensité sur la durée que l'on constate aujourd'hui en Ukraine. Donc on est face à une rupture de ce point de vue-là. La dimension de chantage n'est pas absente, évidemment, des signalements nucléaires russes auxquels on assiste. On y trouve aussi un aspect d'influence, évidemment, attendu sur les opinions occidentales. Néanmoins, il me semble, c'est un premier point, que l'on ne peut pas réduire ces signalements à ces dimensions. Il s'agit bien là, on a face à nous un usage de crise de la grammaire nucléaire
qui, parce qu'il ouvre sur une escalade toujours possible, pose la question du contenu exact qu'un pays doté, en particulier de l'arme, donne à la notion essentielle d'intérêt vital. Il me semble, de ce point de vue, important de rappeler ce qui a immédiatement précédé la guerre en cours. Pour ne pas la réduire justement au seul discours russe, ne pas la réduire à son simple déroulement opératif. En 2014, on s'en souvient, l'annexion de la Crimée, condamnée sur le plan international, avait été l'occasion pour le président russe de rappeler tout à la fois le statut et le potentiel nucléaire de son pays. Quelle avait été la réponse américaine à ce moment-là? Je crois qu'il faut y revenir un instant. Dans un premier temps, l'administration Obama avait mis en place une politique que je qualifierais de relativement prudentielle, puisqu'elle ne comportait véritablement aucun volet de mise à jour de son propre déclaratoire nucléaire. Les États-Unis augmentaient l'assistance militaire conventionnelle à l'Ukraine, sans assortir d'ailleurs cette aide de sanctions automatiques contre la Russie. À partir de la fin 2016, l'administration Trump, elle, décide d'augmenter encore le soutien militaire direct des États-Unis au profit de Kiev, dans la continuité de l'administration précédente, au moment même où l'Union européenne et l'OSCE tentent de sauver la mise en œuvre des accords de Minsk. Mais le point important ici, c'est que finalement, l'administration Trump ne se contente pas de cette aide conventionnelle directe, elle décide parallèlement de tirer les leçons stratégiques de l'annexion de la Crimée en adaptant la doctrine nucléaire des États-Unis à ce qu'elle perçoit de la nouvelle donne justement en cours. Et ça va donner cette Nuclear Posture Review de 2018 qui a pour but de rétablir la crédibilité des garanties de sécurité américaines face à un agresseur, ici la Russie, qui proclame qu'elle considère un territoire conquis comme vital et qui, par un retournement dialectique opportuniste, sanctuarise après coup cette conquête par la menace voilée ou non de représailles nucléaires en soi-disant légitime défense à l'aide d'armes tactiques à puissance réduite. Cette mise à jour doctrinale américaine s'accompagne à ce moment-là d'une insistance sur le rôle des armes nucléaires tactiques, justement, dont l'emploi peut-être plus pensable contribuerait à restaurer la dissuasion élargie américaine. L'avertissement vise la Russie à ce moment-là, mais également la Chine, puisque la question de Taïwan s'impose et s'invite dès ce moment-là, dès cette année-là, en arrière-fond de cette problématique. Et en février 2020, on s'en rappelle, la marine américaine installe à bord de certaines de ses unités une nouvelle tête, la W-76-2, de 5 kilotonnes de puissance seulement. Il fallait, me semble-t-il, en introduction, rappeler ces éléments qui ont précédé la guerre d'Ukraine actuelle, parce qu'ils permettent de mieux la comprendre, et de mieux comprendre aussi le rôle le rôle central qui jouent les doctrines nucléaires et le débat international relancé à partir de ce moment-là sur la question des armes nucléaires dites tactiques, faussement d'ailleurs, tactiques, mais on pourra éventuellement y revenir, sur la crédibilité de la dissuasion, des dispositifs de dissuasion élargie et sur la notion également d'avertissement nucléaire. En ce qui concerne l'Ukraine, comme miroir des évolutions nucléaires internationales qui influent directement sur nos manières de penser ou de repenser d'ailleurs la fonction dissuasive du nucléaire, que peut-on dire à présent de manière extrêmement synthétique? Lorsqu'on en évoque, et on l'évoque ces jours-ci, ces dernières semaines, au plus haut sommet de l'État américain, dans le débat européen, dans le débat otanien, et dans un débat international plus large, qu'on n'observe pas, peut-être pas assez finement, parce qu'on se concentre sur la dimension transatlantique, lorsqu'on évoque cette possibilité d'emploi, il me semble qu'il y a deux dimensions qui peuvent être distinguées. La première des dimensions relative à un emploi éventuel, en Ukraine en particulier, c'est la dimension opérationnelle, c'est-à-dire la tentation pour la Russie d'user de l'arme nucléaire sur un plan tactico-opératif pour venir en appui de ses forces conventionnelles engagées face à une armée ukrainienne qui aujourd'hui est à l'offensive, et de manière pour la Russie à interdire à l'adversaire de poursuivre sa progression victorieuse en ciblant ses unités sur le terrain ou certains de ses centres de commandement. Mais il y a une deuxième dimension qui, elle, est une dimension proprement politique. En d'autres termes, la décision d'un usage éventuel d'une explosion atomique d'avertissement afin de signaler sans équivoque la dissuasion ayant échoué, que Moscou considère que l'existence même de l'État russe est en jeu, soit que l'intégrité de son territoire national se trouve menacée, et dans ce cas-là, le mot État renvoie au pays russe, soit que la pérennité de son système de gouvernement actuel se voit remise en question, et dans ce cas-là, il faut traduire le mot État par régime. Le premier scénario, il demeure possible, mais je dirais qu'il reste jusqu'ici assez improbable. Pour quelles raisons? D'abord,
le lien entre la performance des Russes au niveau tactico-opératif, on pourrait dire sous-performance, et l'usage potentiel du nucléaire par Moscou, tout le monde en est conscient. Les Américains, les premiers. Je rappelle cette remarque du président Biden en octobre 2022, il y a un mois. Vladimir Poutine ne plaisante pas, dit le président américain, quand il parle d'un usage potentiel d'armes nucléaires tactiques, car son armée, on pourrait le dire, est très peu performante. Fin de citation. Donc le lien est bien établi ici. Et effectivement, plus le potentiel des forces conventionnelles russes diminue, plus la tentation d'emploi du nucléaire devient grande. Et à moins d'un étonnant retournement, toujours possible, Vladimir Poutine ne peut plus réussir son pari sur le plan de la manœuvre opérative, où il semble avoir perdu l'initiative. Mais il peut encore ne pas le perdre complètement, ce pari, s'il réussit à figer le front actuel, ce qui équivaudrait à sanctuariser quand même des gains territoriaux, dont je rappelle qu'ils pourraient être équivalents. Ils sont équivalents aujourd'hui à 110 000 km², ce qui équivaut à la superficie de la Hongrie, entièrement, aujourd'hui. Il pourrait le faire précisément en brisant éventuellement le tabou nucléaire, de manière contrôlée, ou en imposant l'idée qu'il est sur le point de le faire. Et c'est justement la problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, on pourrait prendre des exemples éventuels. On est ici dans la prospective. La ligne Troïtske, Svatove, Kremina, qui protège le débouché sur Lugansk actuellement et où les forces russes reculent, pourrait constituer une cible, éventuellement, afin d'éviter que ne se reproduise une troisième fois un retrait majeur du type de ceux subis à Kharkiv et à Kherson. Mais la plupart des analystes doutent de ce scénario. Si on revient à ce qu'on sait des effets probables des armes nucléaires tactiques sur le terrain, et on peut réfléchir à ça à partir de documents américains déclassifiés issus de la période des années 50 à 70, durant laquelle ces armes étaient intégrées jusqu'au niveau de la compagnie, voire de la section. Il faudrait multiplier ces frappes tactiques dites réduites pour répondre à la dilution relative de l'ordre de bataille et des centres de gravité des troupes de Kiev. Et cela, en plus, sans améliorer la situation des forces russes de manière définitive, ce qui augmenterait plus, effectivement, dangereusement, le risque d'une réplique forte des États-Unis. Rien ne dit que cette réplique serait nucléaire. L'administration Biden reste ambiguë sur ce point et de manière très compréhensive. Mais de toute façon, l'ampleur de l'aide conventionnelle dont profite Kiev pourrait encore grimper en réaction. C'est pourquoi, pour le moment, le deuxième scénario est plutôt privilégié. Non pas un usage tactique, mais bien une frappe d'avertissement politique destinée à montrer, je l'ai mentionné, que Moscou considère que l'existence de l'État russe est en jeu. Et c'est ici que se pose la question essentielle, qui sera structurante dans les 10 ans qui viennent pour les relations internationales. Quels que soient les joueurs concernés, et elle devra, me semble-t-il, être intégrée à la réflexion de contexte concernant notre propre posture de dissuasion. Et cette question est la suivante. Que serait donc, pour une puissance nucléaire opérant aux abords immédiats de son sanctuaire national, une défaite qui ne menacerait pas l'existence de l'État? Et ici, il me semble que plusieurs cas doivent être distingués. Le terme de... On réfléchit toujours à ce qu'est une victoire en stratégie. Qu'est-ce qu'une victoire? Et c'est une partie du débat depuis des années. Mais dans le cas nucléaire, peut-être que la réflexion sur ce qu'est une défaite serait plus intéressante. Le terme de défaite peut concerner un ou plusieurs engagements locaux dans le cadre d'une opération qui n'influe pas de manière décisive sur la guerre elle-même. Dans ce cas-là, on parlera de défaite tactique. La défaite stratégique, elle, intervient lorsqu'une partie importante du dispositif opérationnel est désarticulée par l'adversaire, ce qui conduit à une retraite partielle ou totale des forces du théâtre des opérations. Mais, qu'elles soient tactiques ou stratégiques, les défaites peuvent, quoi qu'il en soit, être volontairement considérées par un État qui les subit comme entrant politiquement dans la catégorie des simples revers, soit des échecs douloureux, mais partiels, dont une nation peut se relever à court terme. Si elles font souffrir sa fierté et entament sa crédibilité, si ces revers, ces défaites sont humiliants, douloureux à accepter, eh bien ces revers n'atteignent pas le pays dans ses œuvres vives. Et nous avons là une première façon de considérer le mot défaite qui nous aide à penser l'articulation entre le nucléaire et le conventionnel dans la guerre d'Ukraine. La Russie, qui se bat en dehors de ses frontières, mène ce qu'on peut appeler une guerre de choix. Dans cette opération qu'elle aurait pu choisir de ne pas mener, de ne pas déclencher, la disproportion entre l'importance des objectifs recherchés et la prise de risque consentie pour les atteindre constitue le point clé du raisonnement. Et il inciterait à juger, c'est le cas de la plupart, beaucoup d'analystes aujourd'hui, que dans les circonstances actuelles, la Russie n'emploiera pas l'arme nucléaire
dans la situation que l'on a sous les yeux. En d'autres termes, que la Russie actuellement se dissuade elle-même. Cependant, et c'est une autre dimension, pour qu'une défaite, qu'elle soit tactique ou stratégique, reste confinée dans la catégorie des revers, qui n'appellent pas de sacrifices disproportionnés, il faut qu'une condition soit respectée, que ces défaites ne concernent pas le sanctuaire territorial de la nation. Et nous avons là le deuxième cas de figure. L'échec des forces russes à prendre Kiev en mars dernier respecte cette condition. C'est un revers. L'échec des forces russes à la mi-septembre à Kharkiv, l'échec, l'humiliant retrait de Kherson à la mi-novembre respecte cette condition. Mais si après ces revers, le contrôle russe sur la Crimée ou le cœur du Donbass est menacé, si le dispositif conventionnel russe s'effondre entièrement, laissant les frontières de l'État à découvert, si une remise en question de l'existence de l'État mentionnée dans les documents de doctrine nucléaire russe, et en particulier l'oukaz présidentiel numéro 355 du 2 juin 2020, prend corps, dans les perceptions des dirigeants, comme du peuple d'ailleurs russe, le nombre de chefs militaires russes qui refuseraient potentiellement de déclencher sur ordre un avertissement nucléaire tactique serait-il si élevé que le croient les optimistes nucléaires, aujourd'hui assez nombreux dans les rangs de l'analyse occidentale officielle. Tous les experts, en effet, sont loin de partager l'optimisme de ce qu'on pourrait appeler, j'appellerais l'école du bluff, dont les représentants pressent l'Ukraine, parfois, et ses soutiens, d'exploiter jusqu'au bout leur avantage, de reprendre éventuellement la Crimée, de ne pas céder au chantage nucléaire russe. Et il est parfaitement compréhensible que cette ligne de raisonnement soit soulignée, elle est vitale. Il ne faut pas céder à ce chantage. Néanmoins, certaines voix critiques basent plutôt leur raisonnement sur la nature de la guerre menée actuellement par les Russes et sur ce que ces derniers, acculés, en retraite totale, en viendraient à considérer comme des territoires non négociables à défendre absolument, soit par idéologie, soit par patriotisme, soit par souci de permettre au régime de survivre. Si cette décision de rupture se concrétise dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, comment procéderaient les Russes ? Historiquement, le dernier test nucléaire qui a été mené par la Russie date du 24 octobre 1990. Un nouveau test pourrait être, je suis ici un certain nombre de prospectives, celle du Council on Foreign Relations américain par exemple, il y en a beaucoup. Un nouveau test pourrait être conduit dans un des oblasts conquis, un endroit désert d'un de ces oblasts, conquis pour le moment contrôlé, pourrait être mené dans les eaux internationales, où la mer Noire était très évoquée, ou bien sur le territoire de la Russie elle-même, la Fédération de Russie, Nouvelle-Zambie du Nord par exemple. Est-ce que ce type de prospective est réaliste ? La plupart des experts rappellent, et ils ont, me semble-t-il, largement raison, que les bombes nucléaires tactiques russes ne sont pas immédiatement disponibles. Elles devraient être déplacées depuis des sites spéciaux de stockage pour être acheminées vers des bases militaires. Aucun signe de ce type n'a été aujourd'hui détecté ou enregistré, y compris au moment des pics de tension déclaratoires poutiniens, par exemple le 21 septembre dernier, où là, vraiment, il y a une montée de tension dans les mots et dans l'attitude. Cet argument est utilisé par, effectivement, les experts qui disent et qui proposent de considérer que la Russie, aujourd'hui, est en phase d'autodissuasion. Pourtant, d'autres options existent. Elles ne sont pas souvent évoquées. Elles auraient l'avantage pour les Russes de ne pas engendrer de victimes humaines et d'être plus facilement disponibles. Le lancement d'une bombe nucléaire à impulsion électromagnétique, par exemple, au-dessus de l'Ukraine, pourrait endommager les systèmes d'information et de communication de Kiev, fournis à grands frais par ses soutiens occidentaux, et qui lui assurent une partie de son ascendant opérationnel. Moscou pourra ensuite avancer qu'une telle frappe, en fait, relève de la guerre électronique, et qu'elle ne pourrait être considérée comme remettant en cause le tabou nucléaire à proprement parler. Sur le plan politique, évidemment, un tel événement conduirait sans doute, je dirais, à l'ouverture de négociations. En conclusion, la guerre en Ukraine, quels que soient ses scénarios d'évolution, montre qu'on est bien, effectivement, Monsieur le Président, vous avez raison de le dire tout à l'heure et de mentionner le livre de l'amiral Vendier qui est essentiel. On est entré dans le troisième âge nucléaire, oui. La guerre d'Ukraine le montre, mais sur le plan des rapports entre stratégie d'action et stratégie de dissuasion, en fait, même si la guerre d'Ukraine constitue une rupture, en particulier dans le déclaratoire, c'est une rupture qui procède de bouleversements tectoniques bien antérieurs au 24 février 2022 et qui vont bien au-delà de l'opposition entre Washington et Moscou. L'actuel commandant du Strategic Command américain, l'amiral Charles Richard, qui actuellement qui supervise donc ces forces nucléaires américaines, a récemment déclaré la chose suivante: la crise ukrainienne n'est qu'un échauffement
je continue à le citer, la grande crise est à venir. Et il ne va pas falloir attendre très longtemps avant que nous soyons testés d'une manière que nous n'avons pas vue depuis longtemps. Donc il faut absolument dépasser cet aspect européen, otanien, transatlantique, russo-américain de la crise en cours. La crise en cours n'est que le symptôme d'une modification très importante de la tectonique atomique, nucléaire, et de son insertion dans les relations internationales. La grande question, c'est celle des développements doctrinaux à venir. Existe-t-il, à proprement parler, une possibilité raisonnable d'un soi-disant contrôle à partir du moment où on succombe à la tentation de considérer des armes nucléaires, quelles que soient leurs caractéristiques, comme les moyens d'une dissuasion autre qu'existentielle. Dans le contexte stratégique actuel de l'Europe au détroit de Taïwan, situation qui voit les mécanismes internationaux de maîtrise des armements vaciller et les évolutions technologiques, le cyber, l'hypersonique, brouiller la clarté potentielle des signaux nucléaires, la réponse à cette interrogation devient cruciale pour la France et au-delà pour l'Europe dans son ensemble, avec un certain nombre de questions. La question d'une relance de la prolifération horizontale suite à la guerre d'Ukraine, la question de l'équilibre entre dissuasion conventionnelle et nucléaire, le débat sur ce qu'on entend par intérêts vitaux, et enfin, me semble-t-il, le débat sur ce qu'on entend par escalade contrôlée, le mot de contrôler, appelant un certain nombre de commentaires. Il semble qu'en matière nucléaire, il n'a pas grand sens, mais c'est ici une position personnelle. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, cher Olivier Zajac, pour cette introduction. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir M. Guillaume Deroger. Monsieur Deroger, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Toutes mes excuses pour mon retard, qui était plus ou moins prévu, mais voilà, avec les aléas du direct. Eh bien, je n'ai pas pu entendre le début de votre présentation, Olivier, mais en tout cas, la deuxième partie était passionnante et j'espère être à la hauteur. Il me revient donc d'évoquer devant vous aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, le statut et la fonction politique de la dissuasion nucléaire française dans le cadre des nouveaux rapports de force. Et vous l'avez précisé dans l'intitulé, des perceptions également en Europe. Évidemment, je vais tenter, dans les 15 minutes imparties, de brosser un premier tableau du statut de ces forces. Et à cet égard, de le faire avec une proposition en 3 parties, dont finalement la deuxième va être le cœur de mon propos. La première partie, ça va être l'aspect national, la dimension nationale de ce statut, sur lequel je vais me limiter, en tout cas durant cette phase de présentation, à évoquer les aspects capacitaires. Et lorsque je parle des aspects capacitaires, je ne vais pas rentrer dans les aspects de recherche et technologie, ni dans tout ce qui pourrait concerner des capacités duales. Bien sûr, cela pourra advenir durant la séance d'échange que nous aurons, mais je vais donc m'en limiter à ces aspects capacitaires stricto sensu. Et puis, je ne parlerai pas des questions institutionnelles. Il ne vous aura pas échappé que, pour celles et ceux qui avaient suivi les différentes interventions qui ont pu suivre la déclaration du président de la République à la télévision en octobre dernier, qu'on pouvait envisager certains changements, certaines évolutions rhétoriques. Et dans ce domaine, vous savez à quel point le verbe est important. Je ne me permettrai pas là non plus de commentaires, si ce n'est pour dire qu'a priori, il n'y a pas de changement institutionnel prévisible, donc je ne les aborderai pas. Quant au troisième aspect de cette dimension strictement nationale, j'ai parlé des capacités, je parle des institutions, je dirais que l'autre aspect, c'est l'aspect opérationnel. Eh bien, cet aspect, il va me permettre de faire la transition avec la deuxième partie, qui va être ma partie centrale, qui est la partie euro-atlantique. Finalement, si l'on a un cercle national, on a aussi un cercle euro-atlantique, et dans le domaine, je dirais, du lien politico-militaire, dans un domaine où la technique remonte très haut, vous le savez, très haut dans les contraintes qu'elle fait peser sur nos décideurs politiques, et en même temps où le politique descend très bas, jusque dans la définition des systèmes, etc. Eh bien, c'est effectivement cette jonction entre le national et l'euro-atlantique qui, à mon sens, mérite aujourd'hui une attention particulière. Le troisième niveau, je n'aurai sans doute pas le temps d'en parler, et en tout cas on pourra en parler dans les questions-réponses, mais je pense qu'en fait il est la conséquence assez largement de ces 2 premiers niveaux, c'est la dimension mondiale. Car au fond, comme le veut l'expression consacrée désormais, puissance régionale à vocation mondiale, puissance membre permanent du Conseil de sécurité, pour laquelle le nucléaire a un rôle évidemment particulier, puissance qui a donc par définition des choses à dire dans toutes les crises nucléaires qui peuvent advenir sur la surface du globe. Et une crise nucléaire, c'est quoi ?
C'est compliqué de répondre à cette question. Est-ce que c'est juste toute crise dans laquelle un pays doté est impliqué ? Est-ce que c'est toute crise dans laquelle un pays doté est impliqué et a pu faire plus ou moins explicitement, plus ou moins implicitement faire œuvre de signalétique, signaling, c'est assez difficilement traduisible en français, pardonnez-moi l'anglicisme, mais voilà, signalement, signalétique, quelque chose entre les deux, dans lequel donc on a fait jouer, on a fait ressentir l'idée qu'à un moment donné, on avait la bombe nucléaire. Est-ce que c'est plus spécifiquement vraiment une crise de prolifération, une crise dans laquelle il y a un début d'escalade, etc. Vous connaissez sans doute l'anecdote de Georges Pompidou qui, une fois président, croise son chef d'état-major particulier et lui dira « Vous serez content, mon général, d'apprendre qu'aujourd'hui j'ai utilisé la bombe ». Et qu'il avait enfin compris à travers cette anecdote qu'on pouvait utiliser la bombe dans un contexte qui n'avait rien à voir en fait avec le contexte nucléaire. La diplomatie, c'est l'art de créer des liens, des interdépendances, là où parfois il n'y en a pas, pour renforcer sa position ou pour limiter une position de faiblesse qu'on a. Et la bombe nucléaire, évidemment, joue un rôle là-dedans. Donc cette dimension mondiale, il ne faut jamais l'oublier, elle est je dirais, en miroir de quelque chose dont je ne parlerai pas également dans cette présentation. Mais à force de vous dire de quoi je vais parler, j'aurai plus de temps pour en parler. C'est les questions d'opinion publique. Je ne parlerai pas des questions d'opinion publique ici, il y a un certain nombre d'enquêtes et elles sont passionnantes. Et au fond, c'est bien le lien armée-nation qui ici aussi est en jeu. C'est évidemment aussi l'européanisation de ces opinions publiques. Bref, il y aurait énormément de thèmes ici à soulever. Je ne suis pas spécialiste de cette sous-question-là. Et je doute de le devenir un jour, mais fondamentalement, évidemment, comme tout à chacun, je m'y intéresse. En tant que citoyen, évidemment, vous, en tant que responsable politique et élu de la République, c'est fondamental. Mais ça ne s'appelle pas l'opinion publique, ça s'appelle en fait la citoyenneté, la représentation. Et au fond, pour vous, la question est évidemment un peu différente. Il y a une œuvre de pédagogie à faire. Je crois que finalement, si je dois dire un mot sur l'opinion publique, c'est plus ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là réunis aujourd'hui. Simplement, il est clair qu'on perçoit, disons depuis 2014, depuis l'invasion du Donbass et de la Crimée portion du Donbass et de la Crimée par la Russie, et puis a fortiori depuis février dernier, une anxiété inédite depuis peut-être la crise des euromissiles. Et en tout cas inédite chez tous les gens qui sont nés après 1960, c'est-à-dire qui ne s'étaient pas construits intellectuellement en tant que citoyens avant 77, en fait avant 79, c'est-à-dire le moment où on commence à dire aux Européens qu'il y a il existe des missiles de moyenne portée déployés depuis peu dans les pays limitrophes du pacte de Varsovie. Enfin, limitrophes Donc évidemment, rien que ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui doit nous alerter, qui doit nous obliger. Alors, brièvement sur donc les aspects nationaux et les aspects capacitaires. Comme vous le savez, nous fonctionnons avec une diade, nous ne sommes pas un pays de la triade. En fait, le fait est que nous sommes aujourd'hui le seul pays européen qui fonctionne avec une diade, c'est-à-dire avec des forces océaniques et avec des forces aériennes. Je ne vous apprendrai rien à ce niveau-là, forces océaniques stratégiques, forces aériennes stratégiques. Le Royaume-Uni a également mis entre parenthèses, donc plutôt mis fin à ses forces aériennes stratégiques et ne fonctionne plus qu'avec la force océanique. Pour ce qui concerne les forces océaniques, donc on a des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3e génération qui ont été lancés en 2015, qui sont massifs dans la loi de programmation militaire 2019-2025, en vue d'une première livraison donc en 2035. Donc on a un objectif d'admission en service actif maintenant à l'horizon 2033 et un parc homogène attendu aux alentours de 2048, avec un retrait du service pour le dernier de ces 4 futurs SNLE vers la fin des années 2080. Voilà. Concernant le missile, donc famille du missile M51, nous avons une mise en service opérationnelle du M51-3 prévue pour 2025 et qui sera déployée ensuite sur tous les SNLE avec pour objectif d'adaptation de ses performances aux évolutions des besoins opérationnels. Ça veut dire quoi? Je vais en reparler à plusieurs reprises durant la présentation. C'est des questions de charge, de portée, de charge et de précision, en fait, fondamentalement. Vous ne pouvez pas avoir les trois réunis, un panel des trois réunis dans tous les domaines. Le renouvellement de ces capacités, il est évidemment fondamental dans le maintien opérationnel et la crédibilité de la dissuasion. Et on a une situation
aujourd'hui intéressante, puisque la revue stratégique qui vient d'être publiée nous a évidemment démontré que depuis la crise en Ukraine, c'était le premier OS dans le jargon de la revue, un premier objectif stratégique qui était le maintien, préservation de la dissuasion. Nous avons également une mise en service donc, de successeur du missile ASMPA, qui est le missile, lui, des forces aériennes stratégiques. Et donc, je vais venir un instant, en quelques secondes, sur cet aspect, celui donc, qui concerne les forces aériennes stratégiques, et qui touche, là, vous le voyez aussi, dès maintenant, et on aura peut-être des échanges à ce sujet, le système de combat aérien futur, franco-allemand, enfin européen, mais avec un noyau dur franco-allemand. La composante aéroportée, donc a fait l'objet d'une mise en service opérationnelle à compter de 2022 de l'ASMPA, et une évolution plus ambitieuse est envisagée, vous le savez, avec donc, le retrait de ce missile aux alentours de 2035 et un missile, donc on parle de missile air-sol nucléaire de 4e génération, ASN 4G à ce stade, qui devra être mis en service à cet horizon, donc dans une bonne dizaine d'années, ou en tout cas à l'horizon 2040, et pour une mise en service jusqu'en 2070. Voilà, je m'arrête là, simplement pour dire que là j'ai juste parlé, vous voyez, du vecteur essentiel et du missile, j'ai pas parlé des têtes, qui sont les têtes qui sont évidemment la dimension strictement nucléaire. J'ai pas non plus parlé de toutes les opérations de soutien. Vous avez bien conscience que nous avons besoin de ravitailleurs, nous avons besoin de moyens de commandement et de contrôle, de moyens de soutien divers, etc. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes le vilain petit canard de l'Alliance Atlantique, que comme vous le savez sans doute, lorsque dans le processus pluriannuel, processus quadriennal de planification de défense de l'OTAN, c'est une des raisons en tout cas pour lesquelles nous ne déclarons pas toutes nos forces. C'est-à-dire que nous estimons que dans la posture permanente de dissuasion que nous devons organiser, nous ne pouvons pas en quelque sorte allouer de manière théorique, puisque ça reste le secret de la planification de défense. C'est comme la bourse, si vous voulez, c'est une question de confiance. Hein, lorsqu'on dit qu'on va allouer tout un corps ou toute une brigade à une mission multinationale au 2e semestre 2024, il faut être là. Il faut être là, sinon tout s'écroule. Et au fond, c'est pour cela qu'il y a un certain nombre d'éléments de souveraineté que nous ne mettons pas en œuvre dans le cadre notamment du NDPP, donc du processus de planification de l'OTAN. Puisque le temps presse, je parle un petit peu des questions euro-atlantiques. Je vais commencer par l'OTAN. Vous connaissez sans doute ces questions-là. Le premier élément, ce sont les accords, les arrangements au sein de l'OTAN qui ont émergé des années 60, qui ont émergé de la guerre froide, des lendemains de la crise de Cuba, et qui ont consisté, après plusieurs tâtonnements, notamment forces multilatérales qui envisageaient des équipages multinationaux dans des sous-marins, etc., quelque chose de l'ordre d'une combinaison aéroportée avec un certain nombre d'États qui accueillent des têtes nucléaires américaines, en fait des vecteurs nucléaires américains, des bombes qui sont donc les B-61, d'accord, et qui sont portés par des avions, par des chasseurs qui, eux, appartiennent pour la plupart aux différents États qui accueillent ces bombes. Ces États, lesquels sont-ils? La Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. Les États-Unis étant évidemment le 5e majeur, puisque fournissent ces éléments-là, enfin les éléments nucléaires. Le Royaume-Uni est sorti des missions, de cette mission en 2007, mais on peut constater en 2022 une réactivation partielle de la participation britannique, parce qu'il y a une participation au programme de modernisation de la mission de stockage. Ça a été annoncé au printemps 2022. La Turquie, quant à elle, y participe de longue date depuis la guerre froide. Néanmoins, évidemment, la réalité de cette participation, compte tenu de toutes les difficultés que rencontrent les relations entre la Turquie et les alliés, rendent cette coopération incertaine aujourd'hui. Et l'alter ego de la Turquie dans cette zone méditerranéenne, c'était la Grèce, qui
évidemment, ça a été divulgué cette année, a eu une mission partielle et a mis fin à sa mission de stockage de têtes nucléaires en 2001, n'a pas d'unité de chasseurs, mais a notamment des unités de réserve. Donc ce qui en fait élargit à 7 le nombre d'États. Mais vous voyez, l'Ukraine fait quand même bouger les choses, puisque sans cette crise, on n'aurait peut-être jamais tenté de réactiver ces éléments-là, on n'aurait peut-être jamais su, avant la règle des archives bien plus longues, que la Grèce y avait participé. C'est l'historien qui s'exprime ici. On a évidemment divers programmes de modernisation, en termes de commandement et de contrôle, de sûreté, etc. Pour les bases en elles-mêmes. On a un problème évidemment central, et là qui rejoint la problématique de l'Union européenne, qui est de la défense européenne au sens large, plutôt, qui est celle des vecteurs que sont les avions. On a pour l'instant un certain nombre d'avions F-16, on a des avions F-15E, on a aussi des Tornado en Allemagne et sur la base italienne de Guedi, et ne vous aura pas échappé depuis l'élection d'Olaf Scholz que donc le remplacement par des F-35A n'a pas été seulement manifesté par les Belges, par les Italiens, mais aussi désormais par les Allemands. J'ajoute un point. En Italie, il y a 2 bases qui hébergent de telles armes. Et c'est intéressant de voir que Aviano, qui est l'autre base, donc j'ai parlé de Guedi, Aviano est une base pour laquelle ce sont des F-16 de l'USAF, de l'US Air Force, et non pas des avions qui sont entretenus et pilotés par des Italiens. Et c'est intéressant de noter qu'en 2015-2016, lors de toute la communication stratégique qui se met en œuvre et qui relève en fait d'une volonté de signaler sa détermination, ce sont essentiellement des F-16 d'Aviano qui décollent et qui veulent démontrer à Moscou qu'on est là. On est bien là. L'avantage d'un avion par rapport à un sous-marin, c'est qu'il se voit, c'est qu'on l'a souvent dit qu'il peut être rappelé, etc. Mais vous voyez, c'est une sorte de gesticulation sans dimension péjorative, mais c'est évidemment quelque chose qui permet de manifester de manière parfois un peu plus ciselée, un peu plus transparente, par définition, la détermination d'un État à agir. Concernant les bombes, on a à peu près 15 à 20 bombes réparties sur chacune de ces bases, avec un programme de modernisation qui va consister en une B61-12, des bombes qui seront toujours à gravité, c'est-à-dire des bombes qui ne sont pas des missiles de croisière, des bombes qui tombent, mais qui auront un guidage un peu plus précis. C'est intéressant parce qu'on est dans une situation où, au fond, on peut le dire, il y a un certain nombre d'experts qui, en tout cas, l'affirment. Cette mission de dissuasion aujourd'hui serait extrêmement difficile à mettre en œuvre, notamment face à la Russie, notamment face aux défenses aériennes dont dispose la Russie. Pourtant, il est intéressant de noter que ces bombes futures seront également mises en œuvre dans le cadre de la politique strictement américaine, qui est celle des bombardiers stratégiques américains, qui n'est d'ailleurs pas strictement américaine, puisqu'au fond, les arrangements OTAN, là on parle des arrangements qui visent de manière au fond symbolique, vous l'avez compris, à créer une interdépendance matérielle, mais qui sur le plan opérationnel ne sont pas extrêmement pertinentes face en tout cas à la menace russe. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est qu'une partie de la dimension nucléaire de l'Alliance. Depuis le début, la dissuasion de l'Alliance au sens large, elle dépend d'une forme de dissuasion par constat, qui est qu'il y a 3 alliés nucléaires au sein de l'Alliance. L'Amérique apportant l'essentiel, mais vous le savez bien, depuis la formule du sommet d'Ottawa, de la réunion ministérielle d'Ottawa de 1974, on a enfin reconnu la contribution française par l'existence de notre force de frappe à la dissuasion de l'Alliance aux côtés du Royaume-Uni. Donc on voit qu'au fond, ces arrangements OTAN qui concernent étroitement notre premier partenaire qu'est l'Allemagne et d'une façon générale l'ensemble de nos alliés, continuera d'exister tant qu'on n'aura pas quelque chose d'autre. Même si aujourd'hui c'est sur le plan symbolique et c'est sont intégrés par un certain nombre d'acteurs, la pertinence de ces arrangements, elle se situe davantage au niveau politique et au niveau d'une forme de partage du fardeau et d'une forme de culture nucléaire partagée. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on a de plus en plus d'acteurs qui participent à ce qu'on appelle le SNOCAT, c'est-à-dire le Support of Nuclear Operations with Conventional Attacks, c'est-à-dire des États qui n'ont pas l'ouverture aux bombes américaines et qui donc ne peuvent pas, avec une unité de chasseurs, contribuer directement à la dissuasion, néanmoins qui peuvent, par du soutien en ravitaillement, par du C2, etc., participer directement à cette mission de dissuasion. Et ça, dès 2014, on a bien vu qu'il y avait un certain engouement de la part des Américains pour promouvoir davantage d'engagement dans ce système au sein du processus de planification de l'Alliance. J'ajoute que tout récemment, le 5 octobre 2022, et ça fait écho à tout ce qui se passe depuis hier à la frontière polonaise, le président polonais a déclaré dans la presse
soutenir une plus ample participation de son pays à la mission nucléaire de l'OTAN. À n'en pas douter, c'est quelque chose dont on va reparler dans les heures et les jours à venir, compte tenu, encore une fois, de l'actualité depuis hier. Je vous aurai peut-être des questions sur ce que représente d'une façon générale la mission d'information nucléaire, sur ce qu'est un système de planification nucléaire. La réalité du point de vue français, c'est, vous le savez, il n'y a jamais eu de vrai système de planification nucléaire à l'OTAN. C'est en partie pour ça que le général de Gaulle a décidé qu'on sorte du commandement militaire intégré et qu'on ne participe pas au groupe des plans nucléaires, qui s'est justement créé parce qu'enfin on en était sorti. Sinon, il n'aurait pas vraiment pu se créer d'ailleurs. Au fond, on pourra y revenir, mais ce sont des éléments importants parce qu'on le voit bien, toutes les études, et ça me permet la transition vers la question d'une dissuasion européenne, voilà, qui en quelque sorte est un oxymore encore aujourd'hui. Mais l'idée qu'on pourrait plaquer un système existant au sein de l'OTAN et le transposer à un système européen ne tient pas. Actuellement, on n'a pas de mécanisme. Donc, il ne faut pas rêver, on ne pourra pas faire la même chose. Est-ce qu'on en a envie? D'ailleurs, sans doute pas, puisqu'au fond, le système OTAN il repose sur une fiction. Sur une fiction que jusqu'au dernier moment, on pourra réunir tous les chefs d'État et de gouvernement au sein du Conseil d'alliance nucléaire et dire « Ok, on y va ». En même temps, vous savez bien, la politique, c'est fait de pouvoir régulateur, c'est fait de fiction. Nos salaires, nos diplômes, tout est fictif. Hein. Et pourtant, tout est bien réel dès lors qu'on y croit, parce que sans artefact, il n'y a pas de société. Et c'est en ça que la dissuasion, c'est une théologie qui est morte, depuis peut-être la fin de la guerre froide, et en même temps qu'il n'est pas totalement. Parce que tout continue de compter dans ce domaine-là. Ça paraît compliqué, et vous savez comment c'est, les experts aiment bien essayer de rendre les choses plus compliquées, parce que sinon, ils n'ont plus vraiment de légitimité, de fonction sociale. Mais fondamentalement, il faut bien admettre que dans ce domaine-là, il y a quand même besoin d'un peu d'expertise et de beaucoup de pédagogie, parce que ça reste quand même très compliqué. On est dans une situation où, et je finis là-dessus, tout l'engouement qu'on a pu avoir, notamment outre-Rhin, de la part de certaines personnes qui ne représentaient qu'elles-mêmes, au fond, mais un engouement pour des échanges avec la France dans le domaine de la dissuasion, et également une volonté de mettre un coup de pied en fait, dans la fourmilière de ces arrangements OTAN, qui étaient anciennes, notamment au sein de la gauche parlementaire allemande du SPD. On voit bien que tout ça, finalement, c'est relativement tassé avec le temps, et que pour l'instant, en tout cas, le chancelier Scholz et le gouvernement Scholz n'a pas envoyé de signal très clair là-dessus. Donc, pour conclure, je dirais que il faut bien faire attention, si vous voulez, dès lors que l'on réfléchit à l'outil national français, à la force nucléaire française. En quelque sorte, oui, elle est singulière. Elle est très singulière. Et le nucléaire reste, en fait, de ce point de vue-là, on est perçu comme les plus orthodoxes, reste quelque chose qui relève, en fait, d'un autre monde. Hein. C'est un basculement dans un autre monde. Donc c'est tout ce dilemme, quelque chose, ça marche tant qu'on ne l'utilise pas. Mais il faut peut-être, dans une certaine mesure, parvenir, jusqu'à un certain point, à ne pas trop le singulariser, à comprendre en quoi est-ce que tout ce qu'on peut faire dans le domaine nucléaire aujourd'hui reste quand même lié à une vision qu'on a de la construction européenne, à une vision qu'on porte des coopérations conventionnelles. Et c'est vrai que sans nous, il n'y aurait pas eu d'Europe de la défense. Et donc, c'est sans doute quelque chose qui, en tout cas pas sous cette forme, et c'est sans doute quelque chose qui mérite aujourd'hui d'être étudié plus en profondeur. C'est qu'en fait, même si ce sont deux mondes séparés, et même si sans doute la France maintiendra cette séparation très longtemps, on ne parle pas de dissuasion conventionnelle, il y a quand même, dans vos réflexions, sans doute quelque chose à creuser sur la dimension conventionnelle, toutes les coopérations qu'on fait. Elle doit, dans une certaine mesure, inclure quelque chose qui relève du discours asymétrique d'un pays doté à un pays non doté. Aujourd'hui, on est le seul pays de l'Union européenne qui a la bombe nucléaire. Ce sont des responsabilités particulières. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous les deux pour votre introduction. Nous avons 18 demandes d'intervention. Donc nous commencerons par les demandes des orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Mounir Benhamiti. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, chers collègues, permettez-moi, au nom du groupe Renaissance, d'avoir d'abord un mot et une pensée pour les victimes des récentes explosions en Pologne et évidemment pour toutes les victimes de l'invasion russe en Ukraine. Nous avons toujours à apprendre de notre histoire et le contexte géopolitique actuel présente des similitudes avec celui de notre passé. Notre force de dissuasion nucléaire est encore aujourd'hui une nécessité, vous l'avez dit. La guerre en Ukraine nous montre en effet qu'il est indispensable d'avoir cette force, d'être une puissance dotée pour peser à la table des négociations. Nous devons nous poser les mêmes questions que se sont posées nos pères, notamment pendant la guerre froide, en y ajoutant les nouvelles avancées technologiques et la nouvelle complexité de l'hybridité notamment.
Notre statut de force dotée nous permet d'être indépendants dans la gestion de cette crise pour espérer y mettre un terme. En 1958, le général de Gaulle engage la France dans la souveraineté nucléaire et le président Mitterrand a permis à la doctrine française de gagner en maturité en insistant sur les intérêts vitaux du pays. Ces intérêts vitaux ont été élargis en 2020 avec la volonté du président de la République d'associer le destin de la France à celui de ses voisins européens dans cette idée de dialectique des volontés. En étant désormais le seul pays disposant indépendamment de l'arme atomique de l'Union européenne, nous nous portons garant de la dissuasion à une nouvelle échelle qui demande des moyens conséquents. Ces moyens ont été réaffirmés lors de l'étude, lors du vote du projet de loi de finances par le programme 146 pour lequel je suis rapporteur pour notre commission. Ainsi, depuis 2017, l'évolution des crédits de paiement de l'action dissuasion du programme 146 ont augmenté de 47%. C'est dans cette logique que la loi de programmation militaire 2019-2025 y a consacré 37 milliards d'euros. Ce budget a permis de moderniser nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le passage de la composante aéroportée sur le Rafale ou encore la mise en service des premiers MRTT, ces fameux avions multirôles. Pour 2023, nous réaffirmons cette volonté de modernisation de notre arsenal dissuasif en réalisant le programme SNLE 3G, en mettant en œuvre le programme Simulation, ou bien encore dans les travaux du développement et de production du missile M51 de nouvelle génération. Vous le savez, notre dissuasion est associée à 3 principes, vous l'avez dit, la permanence, la suffisance et la souplesse. Alors que nous allons bientôt étudier la future loi de programmation militaire, que préconisez-vous pour maintenir notre niveau d'excellence et pour faire face aux nouveaux défis? Merci. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à José González. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, messieurs, mes chers collègues, en prenant la parole ce matin, au nom de mon groupe du Rassemblement National, je commencerai par vous remercier pour votre présence devant notre commission, ainsi que pour la qualité de vos propos liminaires, très intéressants, un peu inquiétants parfois. Comme vous le savez, notre groupe considère la dissuasion nucléaire comme le fondement ultime de l'indépendance de notre pays. Ainsi, s'il nous apparaît primordial de poursuivre et d'accélérer la modernisation de notre force de frappe sur l'ensemble de ses composantes, cela est d'autant plus vrai à l'heure où nous parlons. La guerre en Ukraine, les velléités de certains États voyous de se doter de l'arme nucléaire. À cet égard, la revue nationale stratégique présentée par le président de la République le 9 novembre dernier à Toulon met en relief le retour explicite du fait nucléaire dans la compétition stratégique, élément qui participe indéniablement à la nécessité de faire évoluer notre outil de défense. Dès lors, et de manière corollaire, si nous voulons accroître notre résilience, il est impératif de s'interroger sur la façon dont la dissuasion nucléaire doit faire face à la nouvelle menace que constituent les modes de conflit hybrides, au premier rang desquels on trouve la guerre informationnelle et dont le président lui-même souligne le risque pour ces derniers de déstabiliser la dissuasion nucléaire française. Cela implique pour les auteurs de la revue nationale stratégique de renforcer la culture stratégique et de dissuasion, tant au niveau national qu'au sein de l'Alliance, en permettant l'appropriation des enjeux de dissuasion par un public plus large, ce qui semble désigner les citoyens français. Votre expertise ne manquera pas de m'intéresser, de nous intéresser, si vous voulez bien me donner votre avis sur cette question, Monsieur le Directeur. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, d'abord pour vos interventions qui sont réellement brillantes, prudentes aussi, et d'une certaine façon iconoclastes. Il est très difficile d'aborder ce sujet sans avoir écrit un petit texte. La dissuasion exige la rigueur sémantique et la prudence et la réserve, et c'est aussi le cœur de votre propos, Monsieur Zajac. Et j'apprécie particulièrement d'avoir entrevu dans votre intervention le souci de la question de la paix qui émerge en réalité, parce que vous faites jouer des concepts qu'on n'examine pas forcément, la défaite, le revers. Vous les avez fait jouer avec la notion d'intérêt vital. Et finalement, vous dessinez peut-être la possibilité d'envisager la dissuasion sous l'angle
non pas forcément simplement nucléaire, non pas simplement peut-être sous l'angle du conventionnel, mais peut-être qu'il faut inventer le mot de dissuasion existentielle. Et ça me paraît réellement fondamental. Vous avez exhibé en fait l'enjeu qui se pose pour des puissances dotées de savoir si le jeu nucléaire vaut la chandelle d'une certaine façon. Et vous avez manifesté aussi à quel point il était important, dans le cadre d'un dialogue de dissuasion, de partager une rationalité, ce qui est un impératif pour nos propres débats intérieurs. Et c'est d'une certaine façon ce qui a été dit par mes collègues il y a quelques instants. Il est indispensable que les citoyens partagent une grammaire nucléaire, comprennent les enjeux de la dissuasion. Mais ces enjeux de rationalité partagée, la nécessité de parler la même langue nucléaire d'une certaine façon, oblige aussi à partager des espaces internationaux, des forums sur lesquels, ou des forats, dans lesquels discuter et comprendre les approches de chacun. Vous avez cité le fait que le grand test était peut-être à venir, et évidemment, chacun tourne les yeux vers la Chine à ce moment pour savoir. Et donc, moi, la première des grandes questions que je voudrais poser, c'est de savoir quelles sont les mesures de déconfliction dont nous disposons aujourd'hui pour éviter que cette grande confrontation ne vire à une espèce de grand apocalypse nucléaire. Vous avez tous deux évoqué les questions soulevées par cette stratégie de sanctuarisation agressive. Les difficultés. J'aimerais aussi revenir du coup sur l'articulation donc entre le conventionnel et le nucléaire. Jean-Marie Guéhenno récemment soulignait que les dépenses dans le domaine nucléaire étaient peut-être plus importantes ou trop importantes vis-à-vis du domaine de dissuasion que lui il appelle conventionnel, même si ça ne fait pas partie de la grammaire nucléaire traditionnelle en France. En somme, j'aimerais vous interroger sur les perspectives pour rebâtir un cadre de contrôle, voire de désarmement, même si je sais bien que cela peut paraître irénique dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Christelle Dintorni. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, merci tout d'abord pour vos interventions. Ma question concerne l'adaptation de notre force de dissuasion nucléaire aux nouveaux enjeux stratégiques et plus précisément à un phénomène observable de réarmement nucléaire. Au-delà de la poursuite par la Corée du Nord de son programme, des doutes qui planent sur le programme iranien, le Royaume-Uni a annoncé l'an dernier relever le plafond de son arsenal nucléaire et décidé de ne plus communiquer le nombre de ses armes opérationnelles. Surtout, il existe aujourd'hui des preuves indiquant que la Chine est en train d'augmenter significativement son arsenal nucléaire. Puissance nucléaire au même titre que la France depuis les années 1960, la Chine avait jusque dans les années 2000-2010 un arsenal inférieur à celui de la France en nombre de têtes nucléaires. Or, celui-ci a sensiblement augmenté ces dernières années, les dernières estimations de la Fédération des scientifiques américains indiquant qu'en 2022, la Chine disposerait de 350 têtes nucléaires contre 290 pour la France. Dans son rapport annuel au Congrès américain relatif aux points d'attention en termes de développement militaire de la Chine, publié en novembre 2021, le département de la Défense américain estime ainsi que la Chine développe son arsenal nucléaire à un rythme très élevé, plus important que celui estimé dans le rapport de l'année précédente. Il indique ainsi que ce pays pourrait disposer de 700 ogives nucléaires dès 2027 et atteindre ainsi les 1000 en 2030, soit un arsenal 2,5 fois plus important que prévu dans le rapport de 2020. Ma question est donc la suivante. Jusqu'ici, la scène nucléaire était dominée par deux géants détenant 90% de l'arsenal mondial. Quelles implications aurait selon vous l'émergence d'un troisième mastodonte nucléaire non aligné sur les deux précédents, sur l'équipement ou même la doctrine de dissuasion française? Et pensez-vous qu'après plusieurs années de baisse de l'arsenal mondial, nous soyons aujourd'hui au seuil d'une élévation importante du niveau des armements nucléaires? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Christophe Blanchet. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, messieurs. Au nom du groupe démocrate, je tiens à vous remercier pour la qualité de vos propos introductifs qui prouvent que la réflexion stratégique en France reste vivace et de haute intensité, et notamment sur la dissuasion en particulier. Votre intervention aujourd'hui revêt un caractère particulier, tout d'abord en raison de la future LPM, que nous serons amenés à amender, mais aussi en raison de la publication de la semaine dernière de la Revue nationale stratégique. Alors on peut aussi aborder le discours du président de la République à Toulon la semaine passée, où il souligne la dimension européenne des intérêts vitaux de la France,
Mais à mon sens, ceci, sur ce point, n'est pas révolutionnaire, car la dimension européenne et ses intérêts vitaux n'est pas neuve. Le flou nécessaire qui les entoure reste entier, et ce discours doit aussi être lu dans un contexte, celui de menaces de bombes sales en Ukraine. Bref, gardons-nous d'en faire une utilisation politicienne, car ces enjeux atomiques, avouons-le, sont au-dessus de la mêlée. C'est d'ailleurs ce que relève la Revue nationale stratégique dans son paragraphe 75, qui souligne que les Français doivent davantage s'approprier les enjeux de la dissuasion. En tant que chercheur, peut-être avez-vous des propositions en ce sens. Ensuite, parce qu'il a été dit, parce que nous sommes entrés dans le 3e âge nucléaire, j'aimerais avoir votre avis sur le format de notre dissuasion. Celle-ci comporte 2 composantes, aéroportée et océanique. Comme vous le savez, il serait illusoire de croire qu'on pourrait se contenter d'une seule. Cependant, la composante océanique elle-même comprend les forces aériennes stratégiques, les Rafales basées en France, et la force aéronavale nucléaire, les Rafales sur le Charles de Gaulle, que vous abordez dans vos propos. Vous avez dit, le nucléaire, ça marche tant qu'on ne l'utilise pas. J'y ajouterai, et tant qu'on se met en capacité de pouvoir l'utiliser, de le montrer et de le faire savoir. Or, le SCAF, l'avion du futur, et le PANG, porte-avions de nouvelle génération, sont dimensionnés pour servir à la dissuasion nucléaire. Mais, et c'est une hypothèse, à quoi ressemblerait-il si on abandonnait la force aéronavale nucléaire? Le PANG serait-il moins cher? Faudrait-il développer une version aéronavale distincte du SCAF? Un tel modèle devrait-il être dual, c'est-à-dire capable d'accueillir aussi des SCAF nucléaires, ou faudrait-il se passer de cette option? Savez-vous si de telles réflexions ont été menées? Et est-ce que vous envisageriez de les poursuivre ou ne vous paraissent-elles pas pertinentes? Tout cela, évidemment, afin d'éviter, si ce n'est une défaite, un minimum un revers. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Isabelle Santiago. Oui. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, merci à nos invités orateurs. Je m'excuse parce que je suis arrivée en retard, donc j'ai entendu la fin d'une intervention. Et en même temps, j'avais eu la chance, Monsieur Jazek, de vous rencontrer à l'IH. Et donc, j'ai eu aussi la chance de vous entendre. Donc, j'imagine que tous mes collègues ont dû, en effet, apprécier votre intervention. Donc, je commencerai. Donc, si le général de Gaulle a posé les fondements de la force nucléaire, ce n'est qu'au cours du double septennat de François Mitterrand que la maturation de la dissuasion française est arrivée à son terme, avec 3 composantes, terre, mer, air, solide, et une doctrine bien définie. Ça a été rappelé par mes collègues. Évidemment, celle-ci s'est modifiée par la suite, mais il reste, en tant que socialistes, nous avons une histoire, un rapport particulier à la doctrine nucléaire française. Avec le départ des Britanniques, la France se retrouve être la seule nation de l'Union européenne à disposer de l'arme nucléaire. Or, le président de la République, dès le discours de la Sorbonne en 2017, a mis au premier plan l'autonomie stratégique européenne. Il a résolument amplifié la dimension européenne de la dissuasion, et s'il ne prétend pas exercer une dissuasion élargie, au sens américain du terme, Emmanuel Macron estime désormais que nos intérêts vitaux sont indissociables de ceux de nos voisins. La recherche de la souveraineté stratégique européenne et le pivot vers l'Asie opéré par les États-Unis nous obligent à anticiper un possible recul du parapluie américain. Aussi, pour faire face aux nouveaux défis et aux tournants géopolitiques que nous observons, avec la réaffirmation des puissances et dans le cadre des réflexions que nous menons sur la LPM, et des réflexions qui s'engagent, elles s'engagent sur le long terme et auront des impacts dans les perspectives à venir. Aussi, la France étant la 2e puissance mondiale maritime, au sens de sa géographie avec les Outre-mer et pouvant intervenir sur l'ensemble des océans, la question de la dissuasion et de la question maritime se pose au regard y compris de la LBM et des réflexions qu'on pourra y mener. Donc, j'aimerais avoir votre éclairage sur la question autour du maritime avec la remontée des puissances comme la Chine et comme l'a évoqué un autre collègue, qui sera certainement de nouvelles puissances dotées de manière extrêmement forte. Et ça peut être très intéressant d'avoir votre éclairage. Merci. Merci. Et enfin, pour le groupe Horizon, la parole est à Yannick Favennec-Becco.
Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos exposés à la fois passionnants, éclairants et en même temps un peu glaçants. Lors de la présentation de la nouvelle revue stratégique qui va servir de base à la nouvelle loi de programmation militaire sur la période 2024-2030, le Président de la République a réaffirmé que notre force de dissuasion était l'un des fondements de notre politique de défense en ce qu'elle incarne notre liberté d'action et notre autonomie stratégique. J'ai 5 questions à vous poser. Dans la perspective de la loi future de programmation, ne faudrait-il pas davantage expliciter l'articulation entre forces conventionnelles et forces nucléaires, car la recapitalisation des forces nucléaires requiert un effort budgétaire important, nous le savons. Notre force de dissuasion ayant pour vocation de pouvoir en permanence s'assurer que les forces pénétreraient ou satureraient les défenses adverses, défenses antimissiles et anti-aériennes, le volume de notre arsenal nucléaire devrait-il, selon vos analyses, être réévalué au vu du contexte géostratégique? Troisième question, en matière de doctrine, le principe de souplesse nous permettant de l'adapter au changement de contexte, l'avertissement nucléaire ultime, qui est une spécificité de notre dissuasion, est-il toujours adapté en ce qu'il restreint la capacité d'action du président de la République et diffère de celui, par exemple, des États-Unis ou du Royaume-Uni? Jusqu'où la France doit-elle prendre en compte dans ses capacités et sa planification les menaces plus lointaines de la Chine ou de la Corée du Nord? Et enfin, partant du principe que seule compte la perception de nos adversaires de l'efficacité de notre dissuasion, la transparence sur nos capacités techniques et opérationnelles est-elle suffisante pour garantir la dissuasion? Je vous remercie. Merci, mes chers collègues, pour ces 7 interventions et cette bonne dizaine de questions. Monsieur Zajac, vous avez la parole là. Mesdames et messieurs les membres de la commission, merci beaucoup de ces questions qui balaient un spectre, on va dire, assez large. Je vais essayer d'y répondre de manière synthétique et directe, sans, on va dire, louvoyer. Et en essayant d'être le plus concret possible. Monsieur Bellamiti, donc merci de votre question. Que préconiser pour maintenir l'excellence finalement et la crédibilité de la dissuasion nucléaire française? Il me semble, pour commencer, que cette posture de dissuasion française est crédible. Elle est crédible dans le regard de l'autre. La dissuasion, c'est d'abord une dialectique. Je prendrai l'exemple du film Inception de Christopher Nolan. La question, c'est de savoir si effectivement la graine pousse à l'intérieur de la perception et de la manière dont l'adversaire, le concurrent éventuel, considère notre capacité à répondre si nos intérêts vitaux, la sécurité du peuple français étaient mis en jeu de manière centrale. Moi, je crois que cette crédibilité, elle existe parce que précisément la posture nucléaire française est aujourd'hui équilibrée. Sur le plan technologique, elle est mise à jour. Sur le plan politique, le discours est ferme et cette posture de dissuasion est articulée à une politique d'alliance qui, aujourd'hui, même si elle a besoin d'être, à mon avis, mise à jour en ce qui concerne l'articulation entre les intérêts de l'Union européenne et celle de cette alliance de défense collective qu'est l'OTAN, finalement, cette articulation est pensée et mise en œuvre de manière crédible. Donc, je dirais que pour maintenir l'excellence de notre position en matière de dissuasion, il faut continuer sur la lancée, qui est celle de la France depuis une quinzaine d'années. Il n'y a pas de, me semble-t-il, alors je vais préciser en répondant à d'autres questions, de révolution à opérer, mais il ne faut pas se couper des évolutions, en revanche, du contexte, parce que c'est le contexte qui donne sens à la dissuasion nucléaire. Et de ce point de vue-là, il faut bien semble éviter un écueil, c'est de réduire la question de la dissuasion nucléaire à la question du comment, c'est-à-dire une question instrumentale, et revenir à cette question que posait le président Kennedy à ses généraux lors des premiers jours de la crise de Cuba. La vraie question, c'est pas celle du comment, qu'est-ce que nous allons faire pour bloquer les navires russes, c'est pourquoi est-ce que les Russes ont opéré de la sorte, qu'est-ce qu'ils ont en tête. Donc rehausser toujours, garder ce débat sur la dissuasion qui est lié à nos
capacité, à notre technologie, à nos budgets, à notre effort national, à cette question du sens, à cette question effectivement de la guerre et de la paix, pas simplement de la confrontation, de la compétition, de l'affrontement, de la guerre et de la paix, qui me semble-t-il sur le plan politique ont toujours un sens. Voilà. Donc continuer finalement dans cette voie qui me semble-t-il, on va pas aller dans les détails, à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale, a du sens et est crédible. Monsieur Gonzalez, je vous remercie pour votre question. Vous parlez dans effectivement les derniers documents de doctrine français de cette question, de cette insistance sur ce qu'on appelle le retour du fait nucléaire. Moi, c'est un premier point, je suis toujours assez gêné par ce mot de retour. Parce que ça fait quand même 25 ans que l'on parle de fin. Donc fin de Clausewitz, fin des territoires, fin des frontières, fin des guerres majeures. Et aujourd'hui, on parle de retour comme si ces phénomènes, si vous voulez, avaient disparu. Il me semble que c'est une position très européenne et pour tout dire assez auto-centrée, voire ethnocentrée. Nous vivions dans une bulle de paix, on va dire dont nous étions les seuls à profiter, sans nous apercevoir que la guerre n'a jamais cessé. Les victimes de la guerre ont continué à la subir sur d'autres continents et de manière massive et pas échantillonnaire. La problématique des frontières n'a jamais cessé finalement et le rôle des États n'a jamais cessé non plus. Il faudrait qu'on arrête de parler dans nos documents de doctrine peut-être en permanence de retour parce qu'on finit par perdre le sens de la continuité et on finit par perdre le sens de ce qu'ont vécu d'autres peuples en dehors de l'Europe. Ils ont vécu tout le temps dans la guerre, en permanence, sur le long terme, et ça modifie leur perception. Ça nous empêche parfois, nous, de comprendre leurs réactions et ce qu'ils entendent par leurs intérêts, ce qu'ils entendent par paix et guerre. Donc, sur ce point du retour, finalement, je pense qu'on a une réflexion à mener, y compris en termes nucléaires. Oui, vous avez raison, les notions d'hybridité, de guerre informationnelle sont importantes. Je ne pense pas qu'il y ait d'effet d'éviction avec les efforts que l'on mène sur le plan conventionnel, si vous voulez, sur le plan de la haute intensité, et sur le plan de la dissuasion d'ailleurs, et des forces nucléaires. La guerre informationnelle fait partie intégrante parce qu'elle renvoie à la notion de signal, elle renvoie à la communication de crise, elle renvoie au dialogue dissuasif, elle fait partie intégrante de la dissuasion. Donc effectivement, lorsqu'on travaille sur la dissuasion, on ne peut que travailler sur l'aspect informationnel de cette fonction stratégique. Donc ces deux efforts doivent aller ensemble. Et oui, vous avez raison, il faut renforcer la culture stratégique de dissuasion, et une culture stratégique de dissuasion qui n'est pas réservée à quelques experts, qui effectivement sont centraux, mais qui sont trop peu nombreux en France, mais une culture de dissuasion et d'approche, on va dire, qui peut être critique constructive de la dissuasion, qui soit une approche, une culture citoyenne, partagée par les citoyens. Parce qu'il n'y a pas de posture dissuasive forte, il n'y a pas de puissance dissuasive pour un pays doté sans un débat argumenté, ouvert, citoyen, critique, constructif sur la dissuasion. Une dissuasion qui s'enferme et qui, on va dire, met une cloche sur le débat, eh bien, finalement affaiblit la posture de dissuasion générale d'un pays. Monsieur Saint-Toul, Monsieur le député, merci de votre question. Oui, l'un des points les plus importants, me semble-t-il, c'est le partage, la rationalité partagée dans le dialogue dissuasif, ce qui implique de se mettre à la place de l'autre au moment de juger, donc de ne pas considérer que la dissuasion relève d'une dialectique d'opposition, mais bien d'une dialectique d'interaction. Ça peut sembler très théorique, mais en réalité, on est très clairement dans ce que le dialogue dissuasif implique, c'est-à-dire une vraie culture des relations internationales, un intérêt pour ce que d'autres peuples, et même sur des positions qui peuvent ne pas nous plaire, du point de vue moral, du point de vue éthique, du point de vue politique, eh bien, pensent de leur présence dans le monde, de leur localisation géographique et de ce que ça entraîne en termes de politique de voisinage et de politique aussi mondiale. Donc d'abord, oui, effectivement, quelqu'un qui parle de dissuasion sans avoir une approche des relations internationales sur le plan historique, sur le plan culturel, parle d'une dissuasion finalement hors sol. Ce qui compte, encore comme le disait Kennedy, c'est pourquoi est-ce que l'autre agit de cette façon-là. Alors comment le renforcer? Oui, partager des espaces internationaux de discussion, des forats de discussion sur la dissuasion et le nucléaire, faire en sorte de dialoguer,
pour multiplier les mesures de déconfliction. Ce qui se passe avec la Chine est très intéressant. On peut considérer que la Chine est, de manière très essentialiste, un danger pour les relations internationales dans les années qui viennent. On peut aussi considérer que la Chine a bâti sa posture de dissuasion nucléaire sur la base d'un certain nombre d'événements. 58, pour nous, Français, c'est l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. On oublie que c'est la 4ème République qui a lancé l'effort d'abord nucléaire français. Mais 58, pour les Chinois, c'est l'affaire des îlots de Quemoy et de Matsu dans le détroit de Taïwan. C'est-à-dire la première crise véritablement nucléaire. Les Américains débarquent de l'artillerie à capacité nucléaire sur ces îlots pour éviter que que la République populaire ne les reprenne et n'envahisse Taïwan, l'île nationaliste. C'est à partir de ce moment-là, un an après, que les Chinois lancent leur programme nucléaire, 1959, pour éviter un chantage, justement, de subir un chantage de la part d'une puissance dotée. Et toute la stratégie nucléaire chinoise, années 60-70, résister au chantage, années 80, mettre en place une seconde frappe sanctuarisante, est basée sur des événements internationaux et la manière dont les Chinois les comprennent. Donc il faut repasser, et vous avez raison, par cet aspect interactionnel pour mieux comprendre les dialectiques d'opposition qui, aujourd'hui, structurent les relations internationales avec des puissances qui peuvent changer le cours de ces relations. Quelques questions. Oui. Très bien. Madame... alors, pardonnez-moi, je ne veux pas faire de faute dans votre nom. Madame Natorny, merci également de votre question. Est-ce que j'ai parlé de la Chine. Est-ce que les déclarations chinoises récentes, les modifications de la posture chinoise sont importantes pour nous? Bien évidemment, c'est central. Alors il faut faire attention quand même, parce que les chiffres qui sont donnés sur les 700 têtes à horizon 2027 et puis les 1000 têtes à horizon 2030-2040 par les Américains, ce sont des estimations. On n'a pas véritablement de preuves. Ce sont des estimations. Donc il faut être assez prudent. Cela dit, effectivement, je crois que les Japonais sont très intéressants à suivre. Le débat japonais est très intéressant à suivre de ce point de vue-là. Il est difficile de croire que la Chine, étant donné son poids dans les relations internationales, va rester effectivement à 300 têtes. Oui, sans doute, elle va proliférer verticalement, c'est-à-dire augmenter son nombre de têtes, pour établir une sorte de tripolarité au niveau international, pas trop loin du nombre de têtes que détiennent les États-Unis et la Chine. Il faut donc penser un P5 qui, jusqu'ici, était structuré il faut le voir en P2+3, c'est-à-dire deux anciens super grands de la guerre froide avec un arsenal qui leur permet un dialogue paritaire, ce qui donne d'ailleurs une importance disproportionnée à la Russie sur le plan politique dans les relations internationales, et puis trois puissances nucléaires qui fonctionnent sur un principe de stricte suffisance, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. Aujourd'hui, on peut basculer à un P3+2, c'est-à-dire les trois grands au niveau nucléaire, avec une remontée en puissance quantitative de la Chine, et puis les deux puissances européennes, qui en resteraient une stricte suffisance, augmentée pour Londres, vous avez raison de le dire. Et à mon avis, ce passage du P2+3 à un P3+2, avec une Chine qui se hausserait sur un dialogue paritaire aussi avec les États-Unis, du point de vue quantitatif, doit être étudié dans toutes ses conséquences. Elles seront majeures. Enfin, sur les dernières questions, j'insisterai, et vous me permettrez, Monsieur le Président, pardon, de synthétiser peut-être l'ensemble de vos questions. La position nucléaire française, du point de vue du format, me semble-t-il, est une bonne position. La doctrine française, elle opère sur une ligne de crête qui offre une parade au dilemme entre Armageddon, la destruction totale, et une défaite sans guerre, la paralysie, l'autodissuasion, pour reprendre une expression qui était celle de Kissinger. Le concept d'ultime avertissement unique et non renouvelable fait de notre doctrine ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appellerais une dissuasion nucléaire existentielle tempérée, c'est-à-dire qu'elle représente une solution équilibrée, réaliste, compte tenu de la réalité des rapports de force internationaux actuels et à l'avenir. Elle donne, grâce aux deux composantes, une marge de manœuvre au chef de l'État dans un dialogue dissuasif, grâce justement à la complémentarité de ces deux composantes. Et puis surtout, et je voudrais vraiment insister sur ce point, parce que c'est là que la France apporte une réflexion, me semble-t-il, qui est précieuse, surtout en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de montées aux extrêmes, y compris dans les discours. Notre doctrine permet d'affirmer le refus du glissement fatal de l'emploi opérationnel du nucléaire. Et sur ce point-là, ça ne contredit pas l'ultime avertissement unique et renouvelable, avec cette marge de manœuvre, mais ça permet à la France de rappeler
que la dissuasion, c'est quelque chose qui est à l'écart d'une réflexion banale en relations internationales. Dans toute l'histoire de l'humanité, les armes ont toujours suivi la même, je finirai là-dessus, la même logique. On a une idée apparaît pour surclasser l'adversaire. J'ai face à moi des chevaliers en armure, comment percer cette armure? J'invente l'arquebuse. Donc je pars d'une idée et une arme en découle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avec la dissuasion nucléaire, ce rapport s'est inversé. On a cru disposer d'une bombe plus puissante que les autres. En 1945, à Hiroshima et Nagasaki, ce n'était pas une bombe plus puissante que les autres, c'était un bouleversement total de toutes les stratégies, de tout le sens même de la stratégie, vraiment en son cœur. Et cette arme est devenue une idée. Le rapport s'est inversé. Et cette idée a un nom, c'est la dissuasion. Et cette idée emporte la logique du non-emploi nucléaire. Parce que les perspectives d'une escalade sont terrifiantes. Elles sont réelles, actualisées, nous les avons sous les yeux. Elles sont terrifiantes. Donc, rappelez cette inversion du sens. Rappelez que la dissuasion, c'est une arme qui est devenue une idée, qui s'est sublimée sous la forme d'une idée, que cette idée doit nous obliger à penser le non-emploi du nucléaire. Pour qu'il y ait non-emploi, il faut qu'il y ait crédibilité, et vous aviez parfaitement raison de le rappeler, monsieur le député, il faut qu'il y ait crédibilité, aucun doute sur la volonté d'agir, si jamais les intérêts vitaux étaient remis en jeu, mais tout de même, le débat aujourd'hui sur les armes tactiques, sur les escalades soi-disant contrôlées, alors le débat est ouvert, hein, je me permets de donner ma position en toute liberté ici, en tant qu'universitaire, cette notion de contrôle éventuel d'une escalade nucléaire me semble une notion aventurée, une notion dangereuse, et une notion qu'il est nécessaire de discuter dans un cadre ouvert, mais qu'il est nécessaire et dans lequel la France doit avoir un rôle, parce que sa position nucléaire, comme dans bien d'autres choses, et c'est à conserver à mon avis, est une position de puissance d'équilibre. Pas simplement sur le plan de la puissance, de la force, mais sur le plan de la logique intellectuelle. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long et d'avoir voulu répondre à l'ensemble des questions. Merci, mais c'est passionnant de vous entendre. Alors, Monsieur de Rouget, notamment parmi les points qui n'ont pas été abordés, mais bien entendu, vous faites la réponse que vous souhaitez. Il y avait notamment, d'un point de vue capacitaire, la question plus propre à la LPM, des questions sur le nombre de têtes qui ont déjà été en partie répondues. Notre collègue Favenec-Becco demandait finalement de mieux expliquer l'articulation entre le conventionnel et le nucléaire. Est-ce que certains pourraient se poser la question, mais finalement, si on a le nucléaire, à quoi sert d'avoir une armée conventionnelle? C'est la stratégie, je crois, qu'on appelait de la Suisse nucléaire. Et enfin, il y avait également une question sur faut-il être transparent sur les capacités techniques en matière de nucléaire pour être dissuasif? Voilà notamment les questions qui n'ont pas été abordées. Et je vous propose, si possible, comme vous avez été un peu plus long sur l'introduction, de vous restreindre en 5 minutes pour qu'on ait le temps de prendre la dizaine de questions qui restent. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les députés, de vos questions. Écoutez, je vais tenter de répondre à l'ensemble, mais disons dans un réagencement des questions. Elles sont toutes pertinentes, elles se recoupent toutes, vous le savez. Et pour cela, je vais m'appuyer sur la manière dont vous avez présenté les questions, car je pense qu'il y aura un certain nombre de points d'entrée. Voilà, et on pourra éventuellement revenir ensuite sur les éléments que j'aurais pas pu. Je crois, voilà, on peut partir de l'articulation entre le conventionnel et le nucléaire. C'est un choix fondamental, c'est un choix historique. Le nucléaire, c'est permanent. Et effectivement, le jeu, vous l'avez mentionné, monsieur le député, hein, c'est une arme de non-emploi, mais c'est une arme d'emploi. Enfin, bref, on sait que c'est une forme de débat théologique, mais au fond, l'enjeu, c'est que ça pèse en permanence dans l'équation de l'adversaire. Et le choix qu'on a fait, nous, mais on a la doctrine de notre histoire et de notre géographie, comme les autres. On ne pouvait pas entrer dans la course aux armements conventionnels de l'Union soviétique, et on n'avait pas de profondeur stratégique. Donc on ne pouvait pas acheter la doctrine américaine qui nous disait on peut avoir une forme d'escalade maîtrisée. C'était les fameuses tâches de léopard en RFA, en fait. Hein. Donc, est-ce qu'on choisit plutôt Hambourg ou plutôt Stuttgart? Voilà, c'était ça la question, au fond. Alors, on se retrouve dans une dimension un peu orthodoxe, je le redis, où les autres perçoivent ont longtemps perçu notre stratégie de dissuasion comme une stratégie extrêmement pure. C'est-à-dire, c'est du tout ou rien. À partir de là, on a un nucléaire qui est permanent, qui pèse encore une fois dans toute équation de l'adversaire, mais qui ne doit en aucun cas nous apporter un avantage tactique, un avantage sur le théâtre. D'où ce refus, jusqu'à un certain point, de ce qu'on appelle la dissuasion conventionnelle. Et pourtant, on est dans une conception là, théorique pure, mais on a également un certain nombre d'efforts qui prennent acte du fait qu'on est dans une dialectique qui commence sur le front,
au lendemain de l'invasion du Donbass et de la Crimée, on a, comme nos alliés, contribué à des forces dans le cadre du plan d'action réactivité. On s'est ensuite investi dans les forces de haute réactivité au sein de la High Readiness Force de l'OTAN. On a pris le commandement cette année. Bref, on est, je crois, un allié pleinement conscient de l'idée que la dissuasion, elle commence aussi à la frontière, par des escarmouches. La dimension théorique, on la maintient, et ça me permet d'avancer sur d'autres éléments, en fait, dans la volonté de notre État de déployer et de participer au maximum à des formes de solidarité multiples. C'est un combat qui se gagne dans la détermination, dans une détermination collective. Il y a un certain nombre de principes régulateurs, vous les connaissez, la proportionnalité, la crédibilité du leadership. Il ne vous aura pas échappé que passé un certain stade, à partir du mois d'avril dernier, ce n'était plus notre ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, qui parlait de dissuasion, mais le président. Il y a un recentrage parfois qui est nécessaire. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est compliqué, ça aussi, ça fait partie de la pédagogie, c'est compliqué à comprendre. Mais cette crédibilité du leadership, elle est aussi liée à la crédibilité de la communication. Et tout ce qu'on pourra faire plus tard au niveau européen, ça sera quelque chose qui nous obligera aussi à prévoir les modes de communication collectifs qu'on aura entre alliés et vis-à-vis de nos adversaires. Car tout ça, c'est des choses qu'il faudra européaniser, au fond. Et c'est une manière de répondre aussi à un certain nombre de questions d'autres députés. Ça va au-delà, vous comprenez, de coopération technique. Un mot sur les questions de déconfliction que M. Saint-Toul vous avez mentionné. Vous voyez bien que c'est à travers des mesures de confiance, à travers la poursuite de l'investissement aussi dans le désarmement, mais quand on a encore 2 pays qui ont 90% des ogives et qu'on est, nous, dans une logique de stricte suffisance, on a connu le débat des MBFR dans les années 70 où on a voulu mettre la France dans un paquet euro-atlantique de désarmement, on dit on ne peut pas jouer dans cette cour des grands, si vous voulez. Quant à la question de Madame d'Intorni, la question de l'impact en fait de la montée des arsenaux potentiels, notamment chinois, voilà, le changement principal de long terme, ça va être pour nous, mais c'est du long terme, c'est l'européanisation. De la même manière qu'on a des armées bonsaï et qu'on peut plus faire une guerre longue, de haute intensité, seule, et on le sait depuis longtemps, mais c'est dur à construire. De la même manière, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc on peut aussi voir, comme, et ça c'est pas présenté comme ça jusqu'à présent, mais ça va l'être bientôt, c'est sûr. On peut voir aussi tous les discours sur l'européanisation de nos intérêts vitaux, etc., comme quelque chose qui est tout simplement de l'ordre d'une nécessité. N'oubliez pas pourquoi on a fait l'Europe depuis maintenant 70 ans, c'est parce que l'Union fait la force, et parce que tout seul, on pèse quand même beaucoup moins. Quelques mots sur donc la doctrine, la question de la. C'était votre pour votre deuxième question, je crois que j'y ai répondu. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter dans le thème, mais c'est vraiment la question de la stricte suffisance. On a des besoins de pénétrer et saturer. Vous parlez du volume de l'arsenal armé. Je dirais que s'il y a des besoins de pénétrer et saturer, c'est pas tant l'arsenal. Enfin, c'est plutôt les moyens de soutien. C'est plutôt des choses qui relèvent des vecteurs, des avions, etc., qui relèvent de la lutte contre la 2AD. L'anti-accès, pardon, et le déni de zone. Et donc, dans ce cas-là, à ce stade, on limitera la question de la stricte suffisance. Pour ce qui est de la doctrine, de la souplesse, de l'avertissement ultime, en fait, c'est lié à la question que je viens d'évoquer. Si on continue de dire que la France doit, envers et contre tout, maintenir une limite très stricte entre ce qui relève du nucléaire et ce qui relève du conventionnel, vous voyez bien qu'il reste un blanc. Et donc l'avertissement ultime, il est là quand même pour combler un blanc. Maintenant, je comprends mieux aussi pourquoi cette question revient. D'une part, on sait que la Russie, même si ce n'est pas dans sa doctrine, a quelque chose qui peut ressembler à ça. D'autre part, on voit effectivement Joe Biden dire non, on ne répondra pas forcément par du nucléaire. On voit le président Macron dire en octobre non, je ne répondrai pas par du nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une attaque cyber qui va attaquer tout un réseau électronique, si ce n'est exactement le même effet qu'une bombe nucléaire d'ultime avertissement, électromagnétique. Qu'est-ce que c'est que les enjeux cyberspatiaux et fondamentalement tout ce qu'on appelle les enjeux supraconventionnels aujourd'hui. Hypervélocité, ce qui était à l'époque de George W. Bush le programme de frappe Conventional Prompt Global Strike, c'est-à-dire pouvoir frapper tout point du globe en moins d'1 heure. Donc c'est compliqué de répondre à cette question, si ce n'est pour dire qu'à ce stade, je ne vois pas pourquoi on se priverait de cette flèche, petite flèche certes, mais dans notre carquois, parce qu'au fond, c'est quelque chose qui peut à un moment donné envoyer une signalétique très précise.
si vous me voulez, juste un tout petit élément complémentaire sur le maritime, madame. Je crois que parce que là, c'est quelque chose qui est lié, je l'ai mentionné tout à l'heure, essentiellement pour moi à l'Asie-Pacifique. Et donc ça reprend votre question 4 aussi, monsieur. Corée du Nord, Chine, populaire. La question du maritime, c'est celle des enjeux de notre présence, notamment, pas seulement, mais notamment dans l'océan Indien et en Asie-Pacifique. Et vous voyez qu'ici, à coût maîtrisé, c'est aussi une forme d'européanisation et de coopération régionale à terme qui ne peut que nous permettre de maintenir une forme de présence. C'est lié aussi à des enjeux déjà pris en compte, là d'un point de vue très technique, l'allongement de la portée du M51, c'est lié au recentrage de ces questions-là sur l'Asie-Pacifique, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre patience. Merci de vos réponses. Donc, nous avons une petite dizaine de questions. La parole est à Anne Genetet. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos propos qui sont particulièrement éclairants dans le contexte que l'on connaît, également dans le contexte de la récente publication de la Revue nationale stratégique. Je vous parle d'un point de vue un petit peu particulier. Je suis députée des Français à l'étranger et j'ai dans ma circonscription, certes, la Russie, mais j'ai aussi la Chine, donc j'ai Taïwan, j'ai la Corée du Nord, j'ai le Pakistan, j'ai l'Inde, j'ai l'Iran. Voilà, ça situe un petit peu le sujet. Donc je voudrais justement profiter de votre présence pour qu'on puisse évoquer l'évolution du contexte stratégique. La question de la Chine a été évoquée par une de mes collègues, vous y avez déjà partiellement répondu, mais j'ai donc cité un certain nombre d'acteurs qui déploient des capacités nucléaires dont on aimerait savoir exactement ce qu'ils ont l'intention d'en faire. Et donc j'aimerais savoir si vous avez constaté, si vous constatez, comment vous analysez cette évolution vers un usage plutôt coercitif de l'arme nucléaire et quelles conclusions vous en tirez pour nous, pour notre doctrine à nous. Et puis vous avez cité l'amiral Charles Richard tout à l'heure, mais il a également dit, s'agissant lors du même colloque que vous avez évoqué, si j'évalue notre niveau de dissuasion à l'égard de la Chine, le navire coule, il coule lentement, mais il coule, car fondamentalement, ils développent leurs capacités sur le terrain plus rapidement que nous. Alors, au-delà de concourir au renforcement de l'arsenal américain, est-ce que cette percée stratégique d'un deuxième compétiteur, vous avez parlé du passage du P2+3 au P3+2, mais qu'en est-il également de ces autres pays dotés ? Comment doit-on faire évoluer nos doctrines, tant américaines, otaniennes que françaises ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Stéphanie Guelzi. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, chers collègues, l'Iran et surtout la Corée du Nord progressent dans leur programme d'armement nucléaire. Les nombreuses provocations nord-coréennes sont à ce titre inquiétantes. Alors que le monde connaît une montée des tensions fortes et que les conflits armés se propagent, cela doit nous interroger sur notre dissuasion nucléaire. La peur du feu nucléaire reste aujourd'hui la meilleure défense à notre disposition. C'est aussi ce qui nous permet de garder notre rang au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et dans l'OTAN. Ainsi, notre dissuasion nucléaire doit être performante et s'adapter aux nouvelles menaces. Aujourd'hui, notre dissuasion nucléaire mobile repose sur des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SNLE de très grande taille, 10 000 à 20 000 tonnes. Ma question est donc la suivante. Faut-il améliorer les capacités de tir depuis des lanceurs très mobiles, c'est-à-dire des sous-marins de taille plus réduite, afin d'améliorer notre capacité de dissuasion nucléaire, notamment dans la zone Indo-Pacifique ? Merci. Merci. La parole est à Philippe Sorez. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la qualité de vos interventions, mais également souligner tout l'intérêt et l'importance qu'une telle audition soit organisée et diffusée publiquement par notre commission. Je le dis avec d'autant plus de conviction que j'ai le sentiment qu'il existe peu de moments et d'espace pour débattre de la dissuasion dans notre démocratie. À bien des égards, il semblerait que la dissuasion échappe à notre processus démocratique pour des raisons parfaitement justifiées, liées aux conditions même de sa crédibilité et de sa réussite. Il n'en demeure pas moins que la dissuasion, instrument ultime d'une volonté collective, ne peut reposer que sur une certaine acceptation du concept par nos concitoyens. Notre pays ne sortirait-il pas renforcé d'un débat de fond autour de cet outil hautement stratégique ? Ainsi, messieurs, alors que l'on parle de plus en plus du lien armée-nation et que l'on souhaite mobiliser davantage les réservistes, est-il selon vous envisageable de garantir un véritable lien armée-nation sans davantage de débat démocratique sur la dissuasion ? De plus, est-il possible de concilier l'impératif du débat avec les conditions très particulières de la dissuasion qui appellent le secret et la discrétion ? Merci. La parole est à David Abiba.
Merci, Président. Juste pour indiquer d'abord que moi, je ne crois pas à la pertinence du discours sur l'européanisation en période de crise. C'est pas possible. Donc il faut être efficace et à mon avis il faut faire un embargo sur ce discours et on le gardera si nous avons la chance d'en connaître pour des heures plus heureuses. Il faut faire ce que François Mitterrand avait fait, c'est-à-dire diaboliser la Russie. C'est notre stratégie, elle est là. Et on n'a pas, me semble-t-il, aujourd'hui à chercher une intégration européenne, alors que cette intégration et le débat qui serait corollaire de cette intégration nuirait à l'opérabilité de l'usage de la dissuasion nucléaire. Le deuxième point que je veux évoquer, c'est l'école du bluff que vous avez évoqué, monsieur le professeur, dire et rappeler que ceux qui souvent, pas tous, mais ceux qui souvent portent cette doctrine sont ceux qui trouvent des excuses à la Russie. Donc il faut aussi qu'on soit quelque part conscient de la stratégie intellectuelle qui est celle de ceux qui considèrent qu'il n'y aura pas d'escalade. Enfin, pour que chacun ait chacun a son unité de mesure. Moi, la mienne, elle est très terre à terre. Ce qui a été pris à l'Ukraine par la Russie, c'est l'équivalent, c'est une fois et demie la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà. Est-ce que les Français sont prêts à sacrifier le Béarn et les autres régions qui composent la Nouvelle-Aquitaine? Je ne le crois pas. Donc voilà, moi je le dis pour que chacun comprenne aujourd'hui, y compris les propos du président Zelensky. Merci, la parole est à Pierrick Berthelot. Merci Monsieur le Président. Monsieur de Rouget, Monsieur Zajek, pardon. Mes chers collègues, depuis le milieu de la guerre froide et jusqu'à très récemment, la tendance mondiale vis-à-vis des armes nucléaires allait vers une régulation, voire un désarmement. La signature en 1968 du traité de non-prolifération des armes nucléaires et son entrée en vigueur en 1970 montrent que les nations cherchent à sécuriser la menace nucléaire globale. Nous n'adhérons nous-mêmes qu'assez tard à ce traité, puisqu'il faudra attendre 1992 pour que nous le signions le TNP. D'ailleurs, un pan entier de notre doctrine militaire repose sur la dissuasion nucléaire et notre capacité à répondre proportionnellement à une agression nucléaire, d'où la nécessité de conserver une capacité de frappe moderne et efficace, même si jusqu'à très récemment, l'idée d'une guerre nucléaire était moins sensible. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, le retour des tensions autour d'une attaque nucléaire de la Russie sur l'Ukraine semble être un scénario crédible et envisageable. L'idée d'une guerre qui dégénère en guerre nucléaire à nos portes doit nous alerter sur notre propre capacité de réaction en cas d'attaque. Aussi, je vous pose la question, devons-nous aller vers un renforcement de notre dissuasion dans un contexte de regain de tensions internationales et de retour de la guerre en Europe? Je vous remercie. Merci. La parole est à Christophe Bex. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de répondre à nos questions. J'ai appris que vous étiez un réaliste, Monsieur Zajek, en matière de relations internationales. Alors, permettez-moi d'être terre à terre dans ma question. Depuis la gerboise bleue du 13 février 1960, la dissuasion nucléaire est une garantie pour l'indépendance de la France. Dans un monde où la puissance, qu'elle soit dure ou douce, est le facteur principal des relations interétatiques. Nous sommes probablement dans une époque où la menace de feu nucléaire sur le vieux continent n'a pas été aussi forte depuis la guerre froide. Je pense évidemment à l'Est, et des échos que je perçois, certains ont peur, me disent que de toute façon aujourd'hui les missiles sont hypersoniques et que l'on ne peut plus les arrêter. Je compte d'ailleurs sur vous pour éclaircir ce point. D'autres sont certains que nous sommes intouchables, ou que les autres membres de l'OTAN nous rendent intouchables, États-Unis en tête bien évidemment. Il y a aussi la question d'une menace venue de l'espace. Sommes-nous protégés? Serait-il pertinent et surtout possible de s'y préparer? Beaucoup craignent que les nouvelles technologies fassent entrer la dissuasion nucléaire et les rapports militaires de manière générale dans une seconde phase, plus technique, plus précise, mais aussi plus coûteuse financièrement, humainement, intellectuellement. La France, qui est pour l'instant un fleuron technologique dans beaucoup de domaines militaires, saura-t-elle ne pas se faire distancer par les mastodontes chinois et américains, pour ne citer qu'eux? Je vous en remercie. Merci. Il nous reste encore 3 questions. La parole est à Caroline Colombier. Pardon, question retirée, effectivement. La question est à Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, je vous remercie moi aussi pour vos propos liminaires extrêmement intéressants. La crise en Ukraine nous a démontré que la guerre évolue et que les méthodes changent, ainsi que les doctrines, et par conséquent, tout mute.
Le dégel du bouton nucléaire est certain, même si on ne sait jamais vraiment si l'on parle de menace ou de mise en action. Plusieurs fois, il a été question de bombardement nucléaire à courte portée. J'aimerais vous demander comment, à votre avis, la communauté et les instances internationales se préparent-elles à accueillir de nouveaux États propriétaires de l'arme nucléaire, pourtant à la marge de coopération internationale telles que la Corée du Nord ou l'Iran. Je vous remercie. Merci. Et enfin, la question est à Jean-Charles Larsonneur. Merci, Monsieur le Président. Professeur, Monsieur Rouget, merci pour vos propos liminaires. Alors, dans la lignée d'une excellente note commise par l'IESD, j'aimerais vous interroger sur, au fond, l'impact des reconfigurations observées en matière de lutte antimissile balistique et hypersonique sur la dissuasion, en concentrant mon propos sur un sujet qui est la European Sky Shield Initiative, donc ce nouveau projet de bouclier européen, emmené par l'Allemagne, annoncé donc le 13 octobre dernier. On imagine donc des radars en Allemagne, des lanceurs sans doute disséminés dans les pays partenaires, pourquoi pas un C2 à Ramstein, tout ça restant à définir, avec deux questions principales au fond. Qu'est-ce que change ce bouclier européen qui couvrirait donc surtout les missiles à portée moyenne et intermédiaire, MRBM, IRBM, la partie ICBM restant plutôt sous dominante américaine en matière de dissuasion. Est-ce un moyen de contrer les armements dits non stratégiques dans la doctrine nucléaire russe? Et puis alors, nolens-volens, on constate que la France n'est pas vraiment associée à ce projet. Quelles conséquences pour la France, pour sa dissuasion? Comment vous analysez aussi le fait que la France n'en fasse pas réellement partie, même si au plan industriel, quelques ouvertures ne sont pas encore tout à fait impossibles? Je vous remercie. Merci pour l'ensemble de ces questions que je vois autour de 4 thèmes: les sujets doctrinaux, européanisation, école du bluff, les sujets géostratégiques, la Chine, la prolifération, les sujets capacitaires, l'hypervélocité, l'espace, le bouclier antimissile, et puis les sujets également portés sur la question du débat démocratique, comment concilier finalement l'exigence démocratique avec la crédibilité de la dissuasion. Il nous reste une bonne dizaine de minutes, donc ce que je vous propose, c'est de prendre 6 minutes chacun pour répondre, 6-7 minutes, vous voyez, à la fois pour répondre aux questions et puis éventuellement pour un mot de conclusion. Olivier Zajac, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, merci pour l'ensemble de ces questions. Certaines de ces questions, étant donné le temps, c'est le fondement de toute stratégie, étant donné le temps dont je dispose, certaines d'entre elles, je suis navré, par exemple la question sur les sous-marins de taille plus réduite, quelque chose de très technique, et je pense que, par exemple, nos marins et plus largement nos militaires pourraient répondre de manière beaucoup plus pertinente que moi. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Je vais me concentrer sur les questions qui portent davantage sur les relations internationales et également sur le débat, sur la dissuasion. Est-ce qu'il faut un débat de fond? Oui, bien entendu. Il faut un débat de fond parce que c'est à ce titre-là, et je prends les États-Unis en exemple ici, c'est à ce titre-là qu'une posture, on va dire, globale de dissuasion est, je me répète, mais solide. Une dissuasion qui reste l'apanage, on va dire, d'un cercle de spécialistes n'est pas une dissuasion nationale. Or, elle n'a pas de sens si elle ne renvoie pas à des intérêts vitaux qui ouvrent sur la notion de communauté politique, de peuple, ce qui donne sa légitimité à un État. Donc bien sûr qu'il faut un débat. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, sans être polémique du tout, mais le débat qui a eu lieu sur la notion d'intérêts fondamentaux, d'intérêts vitaux, d'intérêts nationaux dans le domaine nucléaire. Pour ce qui concerne les intérêts vitaux, effectivement, c'est l'apanage du président de la République et une certaine ambiguïté est effectivement intéressante. Peut-être moins on en dit, mieux on se porte. Éventuellement, le débat est ouvert, mais etc. Mais en revanche, du point de vue du débat sur ce que sont les intérêts vitaux, sur la différence avec des intérêts nationaux, etc., plus on parle, et mieux c'est. Du point de vue intellectuel, du point de vue du débat sur les théories, du point de vue du débat sur les concepts, et plus, en particulier, on passe cette barrière générationnelle de spécialistes qui, depuis les années 70, les années 80, connaissent je me mets là-dedans,
connaissent ces sujets et finalement en parlent, plus on passe cette barrière générationnelle pour faire en sorte que les étudiants qui ont aujourd'hui, ou les jeunes qui ont 20, 25 ans, s'emparent de ces sujets, et plus on renforce la posture de dissuasion, me semble-t-il, française. Bien sûr, ce débat, c'est la 4e question, est indispensable. Sur la 5e question, monsieur, tout à l'heure, je suis à la fois, monsieur le député, d'accord et pas d'accord avec ce que vous disiez sur l'européanisation. Oui, il me semble qu'il faut faire attention de ne pas confondre deux choses. Les intérêts vitaux, ils sont exprimés de manière absolue. C'est le tout ou le rien. Ça renvoie à vraiment une question à laquelle seule la France peut répondre. Après, les intérêts nationaux, c'est une question relative. C'est une question de plus ou de moins. Entre le tout et le rien, et le plus ou le moins, les intérêts vitaux, ils peuvent être articulés, ils peuvent être accordés, ils peuvent faire l'objet de coopération dans le domaine européen. Mais partager la décision d'appuyer sur un bouton nucléaire, moi personnellement, je n'y crois pas. On peut parler de dissuasion concertée, de dissuasion partagée. Concertée, pourquoi pas, si on bâtit une culture stratégique commune et on la partage, y compris dans le domaine nucléaire. Dissuasion partagée, je fais partie de ceux qui considèrent que effectivement c'est assez illogique en réalité. En revanche, j'ai peur d'avoir peut-être été mal compris, c'est ma faute, je n'ai pas été assez clair sur l'école du bluff. Alors justement, pour moi, l'école du bluff, c'est ceux qui considèrent qu'il n'y aura pas d'escalade, que la Russie est autodissuadée, qu'elle ne va pas, elle va pas aller jusqu'à la frappe nucléaire, et ce sont plutôt ceux qui, justement, sont les plus fermes vis-à-vis de la Russie. Donc c'est ceux qui sont les plus fermes et qui disent oui, effectivement, il faut aller jusqu'au bout et faire en sorte d'avoir une victoire totale, éventuellement soutenir les ukrainiens jusqu'au bout en Ukraine. Voilà, je suis navré, j'ai peut-être été pas assez précis là-dessus. Et enfin, sur un point qui me semble très intéressant, c'est la question du bouclier européen antimissile. Il me semble que, Monsieur Larsonneur, c'est vraiment une question centrale pour les années qui viennent en Europe, pour la France. Dans un certain nombre de dossiers aujourd'hui, notre pays se retrouve relativement isolé. Pour des raisons qui sont à la fois logiques et qui tiennent aussi parfois à la qualité du dialogue qu'on peut entretenir avec nos partenaires en Europe. Les conséquences sont gigantesques. L'intégralité de la fusion de données, l'intégralité de la décision d'engagement, l'intégralité de l'alerte avancée sera concentrée, y compris avec ce que deviennent les centres de commandement et de contrôle de nouvelle génération avec l'introduction de l'intelligence artificielle et en fait des décisions qui sont prêtes, qui sont automatisées, sera concentré à Ramstein. Le C2BMC de Ramstein, ça sera non seulement un centre qui est considéré comme un centre qu'on doit considérer comme un centre technique de réponse à une éventuelle attaque d'où qu'elle vienne, mais en fait, c'est aussi une concentration de la décision politique, étant donné les fondamentaux de ce qu'est la défense antimissile et de surtout ce qu'elle est en train de devenir. Donc, c'est une question qu'il faut traiter, à mon avis, de manière politique. La France doit participer à ce débat-là. Le fait qu'elle soit en dehors de ce débat me semble assez... Enfin, elle est dans le débat, mais elle ne fait pas partie de cette initiative. À mon avis, pour aussi de bonnes raisons, on doit pouvoir avoir une critique constructive de ce qui est en train de se faire. Parce qu'en fait, je suis navré d'être assez direct ici, mais on est dans une construction qui est sous direction américaine, entièrement. Même si c'est avec la direction allemande, finalement, une coopération européenne qui va apporter à la fois des fonds, des compétences et des systèmes à l'appui de cette configuration continentale. Ça vient de très loin, la Phased Adaptive Approach, ce qui avait été bâti dès le sommet de Chicago et bien avant. Et avant, vous avez raison, mais c'est une question politique. Voilà, c'est le point que je voudrais souligner. C'est une question politique, et la France ne peut pas être en dehors de cette décision. Pas pour s'y intégrer totalement, pour la critiquer de manière constructive, mais on ne peut pas séparer effectivement la question nucléaire et la question antimissile et la question spatiale, monsieur. Elles sont liées. Il y a une triangulation stratégique. Elle nous oblige à les penser ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réponse concise, monsieur Guillaume de Rouget. Vous avez la parole là. De me rattraper, Monsieur le Président, merci. Non, simplement, puisqu'il y a peu de questions auxquelles mon camarade n'a pas répondu. Et j'aurais simplement deux petits éléments à ajouter. Monsieur Habib, je crois que
je suis tout à fait d'accord avec vous. Si j'ai parlé d'européanisation, je le dis bien sur le long terme, mais je crois aussi que, et on constate particulièrement dans ce domaine-là, mais ça doit être vrai dans à peu près tous les domaines de la vie, et de mon âge, pas si jeune que ça, mais encore relativement fringant, je peux vous dire que c'est la leçon que je garde, c'est que les grands principes pour lesquels on va se préparer pour la crise d'après, ils se forgent dans la crise du moment. Et la dissuasion nous le montre très bien. Et il y a un petit livre d'une personnalité avec laquelle on pouvait ne pas être d'accord avec tout, c'est le principe des fortes personnalités. C'était Thérèse Delpech, le centre de recherche auquel j'appartiens a co-organisé avec le CEA une journée en hommage à ses écrits il y a peu sur dissuasion et démocratie. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à lire ce petit ouvrage qui est La dissuasion au XXIe siècle, qui avait été publié en 2011, titre posthume, pour la Rand Corporation, et qui avait été traduite quelques années plus tard aux éditions Odile Jacob. Elle montre très bien l'idée de ces principes, comment se sont forgés les grands principes régulateurs de la dissuasion à partir d'un grand vertige qui était qu'on était en train de découvrir un Armageddon potentiel. Et c'est pour ça sans doute que le discours de la Sorbonne de 2017, lui, renvoie à des enjeux plus loin, mais c'est aussi pour ça qu'il renvoie fondamentalement à une geste qu'on retrouve au début des années 80, alors qu'on est en pleine crise des euromissiles, et qu'on retrouve ensuite de manière encore plus légère, mais quand même, dès la fin 92, et surtout repris par Alain Juppé en 93-95, à un moment qui est au final un point bas de la relation franco-allemande, mais qui est aussi un point assez dur de la politique de défense française, puis on constate que l'OTAN va se réaffirmer dans la guerre froide, qu'il y a les Balkans à nos portes, et qu'on est en train de remettre en cause l'existence même de l'Union européenne, parce que des crimes de masse et des crimes contre l'humanité sont perpétrés à nos portes. Et au fond, depuis 95, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. La seule chose à laquelle on pouvait se raccrocher, c'était la fameuse déclaration des Checkers entre John Major et Jacques Chirac en octobre 95. Hein, nous n'imaginons pas de scénario dans lesquels les intérêts vitaux de l'un de nos deux États seraient potentiellement seraient menacés sans que ceux de l'autre ne le soient pas. Et longtemps, entre 2017 et 2019, le petit monde des experts disait c'est finalement ce que va tenter d'obtenir Emmanuel Macron du gouvernement de la chancelière Merkel. Donc je suis bien d'accord avec vous, c'est pas le moment de tout bouleverser, et clairement on le fait pas, ce sont des électrons libres qui se sont exprimés outre-Rhin sur ces aspects-là. En revanche, c'est important quand même d'y penser en se rasant, parce que c'est quand même demain sans doute un des enjeux sur lesquels on devra travailler. Par ailleurs, dès maintenant, et ça me permet de répondre à la question de M. Favnek-Bécaud tout à l'heure sur la transparence envers les alliés, dès 2014, on a des réunions bilatérales avec des États non dotés, qui sont des États de l'UE ou des États de l'Alliance, ou depuis peu avec la Suède et la Finlande, des États qui sont dans les deux, parce qu'on veut participer à l'acculturation. Alors ça fait très paternaliste, hein, mais au fond c'est ça, c'est avec un effet générationnel plus un effet tout simplement d'absence de dotation dans leur pays, un certain nombre de partenaires d'alliés au sens propre, enfin que ce soit l'UE ou l'OTAN, qui sont, puisque je vous le rappelle, l'UE a aussi une clause d'alliance militaire, qui nous renvoie à la nécessité de faire un peu de pédagogie, quoi. Et c'est pour ça qu'on organise aussi des visites de nos installations, qu'on se rend aussi à l'OTAN, et donc finalement c'est une œuvre de longue haleine, mais je crois qu'on n'a pas à rougir particulièrement là, de notre volonté dans ce domaine-là. Voilà, je m'arrêterai, je vous remercie. Merci à tous les deux, et merci surtout à tous, parce que je trouve qu'aujourd'hui on a relevé une double exigence, celle à la fois du débat démocratique, y compris sur les sujets de dissuasion, parce que la nation investit quand même, consent à des efforts importants pour cette dissuasion, tout en veillant à la crédibilité de la dissuasion française. Et je retiens ce que vous avez dit tous les deux, finalement, dans une démocratie, au-delà des aspects techniques et au-delà de l'organisation institutionnelle, avec le choix du président qui permet de la crédibilité et de la réactivité, l'appropriation nationale, elle est importante pour la crédibilité de notre dissuasion. Et je crois qu'aujourd'hui, nous y avons modestement contribué. Donc, je vous remercie tous pour cela. Mes chers collègues, prochaine audition à 11h, dans quelques minutes, avec le vice-amiral Hervé Bléjean, directeur général de l'état-major de l'Union européenne.